Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Jean-Philippe Tanguy, tu es député Rassemblement national de la Somme Oui, et président délégué du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? ça veut dire que quand Marine Le Pen n'est pas là, c'est moi qui ai l'honneur de la remplacer dans les réunions internes, les instances, voilà. Et tu es né alors le 25 mars 1986, tu as eu Hélas, 40 ans, il n'y oui. a pas si longtemps que ça fait quoi? Et ben, ça passe très, très vite, voilà. Moi, ça passe extrêmement vite, et franchement, ça me fait un peu de peine. Voilà, ça passe très Pourquoi de la peine? bah, parce que ça passe vite, voilà. Moi, je me revois au lycée, je me revois faire mes études, je me vois être serveur, je me vois profiter, de Paris quand j'étais jeune, voilà, j'ai l'impression que Serveur c'était à hier. Beaubourg, Oui, à Beaubourg, j'ai beaucoup rigolé, on s'est beaucoup amusé. dans une crêperie. Oui, oui, je suis tombé amoureux, à cette époque, voilà. Bon, c'est des très beaux souvenirs, voilà, ça passe et tu te dis quand même 20 ans qu'ont passé depuis que j'avais 20 ans, quoi. Voilà, c'est très, très con, mais c'est très, très vrai, voilà. Une crêperie à Beaubourg, donc dans le Marais. Ah oui, oui, j'étais serveur, dans le Marais, à la frontière, effectivement, entre les Halles et le Marais, Le oui, centre bah, Georges c'était Pompidou, oui, bah, pas c'était loin. une crêperie, ambiance, oui, ambiance gay friendly, ambiance, voilà, pas, pas for que gay, pas que homo, c'était pas une boîte et tout, mais oui, c'était très, très, très beau. De toute façon, je suis tombé amoureux du patron à l'époque, alors bon, Ah voilà. bon? Ah oui, oui. Attends, parce qu'on va parler amour ensemble, j'ai Bah prévu de oui, mais papoter là-dessus avec toi. voilà, c'est ça va ensemble. T'es tombé amoureux du patron? Oui, il s'appelait Alexandre. Je le salue d'ailleurs parce que, T'es resté en bon terme? non, malheureusement, mais on n'est pas mauvais terme non plus. Vous aviez un écart d'âge? Oui, T'étais plus jeune. oui. Bah Tu oui, puisque j'étais serveur étudiant, heureusement que c'est lui qui était plus vieux parce que Oui. Non, bah, il aurait pu ouvrir une crêperie, je sais pas, en sortant, juste oui. après le Ah, bac. il était gérant, c'était pas le propriétaire. Il était gérant, Oui. OK. On va parler un peu plus en profondeur justement de cet aspect-là de ta vie. 40 ans, c'est un cap pour toi, pourquoi? Parce que tu regardes en arrière et tu te dis, comme tu viens de me l'exprimer, ça passe trop vite, parce que tu as peur de vieillir, tu as peur de mourir, tu as peur d'avoir des rides. Ça représente quoi ce chiffre 40 pour toi? Non, c'est pas j'ai pas du tout peur de la mort, je suis très serein, tout ça est très sympathique. Non, non, c'est que, si vous voulez, on a de la chance d'être dans un très beau pays, d'avoir plein d'opportunités, de pouvoir vivre, notre vie librement et c'est vrai qu'on se dit, bah, qu'on a plein de choix à faire, qu'on a plein de non-choix aussi à faire, de choses dont on profite pas et c'est vrai qu'on se dit: «Bah, ça passe vite», voilà, tout simplement, les bonheurs de la vie, tout simplement, les gens qu'on a aimés, qu'on ne revoit plus, les gens, qu'on a perdu de vue, on se dit: «Bah, c'est peut-être dommage». Enfin, c'est des choses très, très simples, hein, finalement. Mais par contre, moi, vieillir, tout va bien. Bon, il se trouve que, je vieillis pas trop mal pour le moment, voilà. Il y a pas de ride pour l'instant. Si, là, hein. Ouais, Mais ça, j'ai c'est de pas de l'expression. doigts, j'ai des pas de doigts et tout. Tu mets des crèmes Oui, bah, bien sûr. hydratantes? Tout le monde ment, voilà. Les gens qui disent, qu'ils en mettent pas, ils mentent. Attends, parce qu'il y a les crèmes et il y a aussi la médecine esthétique, hein, qui Ah non, permet non, d'aider. ça, non. Bah, chacun fait ce qu'il veut, mais non. Moi, je Jamais. non, non, je fais beaucoup de sport, j'ai la chance de pouvoir bien manger, de pouvoir, prendre soin de moi. J'ai eu de la chance dans ma vie, j'ai pas eu de tracas, j'ai pas eu de tragédie, je suis très superstitieux. Voilà, donc j'ai de la chance. Moi, je suis aussi un privilégié, c'est-à-dire c'est pour ça aussi que le temps qui passe, on se dit: «Oh là là», quand on fait de la politique, on voit tellement de gens qui ont des malheurs, comment dire? Qui subissent des injustices, eux, pour leurs enfants, pour leurs proches. Quand on a la chance, comme je l'ai eu, d'avoir, une famille heureuse, d'avoir vécu sa petite vie, d'avoir été quand même, favorisé par la vie, bah, c'est vrai qu'aussi on se dit: «Bah, j'ai eu de la chance, hein». Et en termes de notion de bonheur, on dit souvent qu'on est plus heureux à 30 ans qu'à 15 ans, à 40 ans qu'à 20 ans. Et toi? J'ai toujours été heureux parce que moi j'ai fait une fois de plus, moi j'ai eu du bol. Alors j'ai fait les études que je voulais, exactement celles que je voulais. Je vivais ma petite vie, j'étais serveur, j'étais libre. Tu as travaillé avec Heu, Dupont-Aignan, exactement ce que tu voulais, après oui, beh, oui d'ailleurs, à 26 ans. mais on va y revenir, pas de problème. Mais ouais, je vivais ma petite vie. Mes parents voulaient pas, me payer mes études, c'était comme ça que j'ai été élevé. Ils m'ont dit: «Tu veux faire tes études, tu travailles». J'ai bossé, j'ai fait mes études, j'avais mon 7 m² illégal aujourd'hui. Oui. J'avais mon petit 7 m² place de Clichy, j'étais heureux. Je me souviens de ma première nuit, où j'étais chez moi avec ma petite vie, dans mon tout petit lit et ben j'étais heureux comme un coq en pâte parce que c'était, la liberté, c'était tout ce que je voulais, voilà. Bon évidemment, maintenant, je pourrais plus vivre dans 7 m². C'est aussi une perspective différente, Est-ce que tu lis les commentaires sur toi, sur les réseaux sociaux? oui, mais il faut pas. Ah. Et t'es dans quel état quand tu lis les commentaires sur toi et pourquoi il faut pas? Mais il faut pas parce que c'est sans fin dans les 2 sens. C'est-à-dire, il y a les gens qui sont sympas, qui t'aiment bien, qui t'encouragent, mais en même temps, bah, ça peut aussi te faire croire des choses qui sont pas vraies, ça peut t'encourager dans des mauvais chemins, ça peut t'encourager dans des défauts parce qu'il y en a qui t'aiment tellement qu'ils voient pas tes défauts, ils disent: «Ah bah, c'est bien», alors que non.
c'est pas forcément vrai. Et puis inversement, il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup mais alors, pour le coup, ceci dit, il y a une raison pour laquelle je les lis, c'est que j'essaie de ne pas laisser passer tout ce qui est, menaces de mort, haine, homophobie, racisme, tout ça, j'attaque tout. T'en as beaucoup des commentaires homophobes? Oui, il y en a beaucoup. Bon, de toute façon, il suffit d'aller voir, hein. Et quand tu dis j'attaque tout, c'est-à-dire que tu fais en sorte de lever les anonymats, tu déposes plainte à la Ah oui. police ou tu fais des actions directes par avocat? Bah, alors, quand on est, député, on a un droit particulier qui s'appelle l'article 40 du code pénal, dont on peut faire bénéficier tout le monde, hein. C'est pas que pour, les députés. C'est que quand on voit, un crime ou un délit, on a le droit, d'ailleurs on n'a même pas le droit, on a l'obligation dans le code D'accord. pénal, comme tous les fonctionnaires ou tous les serviteurs de l'État, de le signaler au procureur. Donc moi je signale, que ça me concerne moi, ou quelqu'un d'autre, je le signale, et d'ailleurs je remercie mon équipe qui m'aide beaucoup parce que malheureusement il y a beaucoup de signalements à faire, de tous ordres, et ça leur fait beaucoup de travail, et je voulais les remercier aussi parce que sans une équipe, on fait pas grand-chose, hein. Mais est-ce que toi, tu as des résultats? Est-ce que toi, tu as des réponses? Parce que la plupart des Non, Françaises et des Français, c'est souvent classé sans suite, on n'a rien c'est du tout, on n'est même pas tenu au courant. non, j'ai eu beaucoup de classements sans suite, hein, y compris des trucs assez graves, C'est un problème, ça. oui, oui, c'est un grave problème. Alors, parfois, ils font ce qu'ils peuvent, il y en a beaucoup, mais oui, oui, il y a beaucoup de problèmes, hein, y compris des agressions. Moi, j'ai connu une agression physique, en 2019, Ah bon? assez grave. Oui, T'étais où? je sortais du travail, bah, tu l'as cité, à l'époque, j'étais avec Nicolas Dupont-Aignan. On se présentait aux élections européennes, c'était pendant la campagne, et il y avait quelqu'un qui m'attendait à la sortie du parti, vers 22h30, dans une contre-allée où il y avait pas de caméra et tout, et il m'a saisi par derrière, il avait un couteau, il m'a mis le couteau, sur l'aine, il m'a mis à genoux, il m'a mis le couteau dans la paupière en me parlant en anglais, en me disant il voulait vérifier mon identité, il voulait, s'introduire dans mon téléphone, il a pris mon téléphone, le code et tout, et il est parti, ils l'ont jamais retrouvé. Mais c'était une attaque visée, tu penses? On ne saura jamais, mais enfin bon, comment dire? Ceux qui nous regardent, généralement, tu te fais agresser pour ton téléphone ou ton portefeuille, tu vérifies pas ton identité, donc il avait vérifié mon identité en prenant ma carte vitale. Voilà. Bon, Est-ce que c'est tu comme ça. affiches, toi, les commentaires homophobes, par exemple, sur les réseaux sociaux que tu peux recevoir, comme Gabriel Attal? Il y en a tellement que je vois pas comment je pourrais faire, et puis si vous voulez, si tu veux, j'ai pas trop compris cette démarche. Ouais, je trouve ça important d'en parler parce qu'il affiche régulièrement les commentaires homophobes qui le traitent de P, etc. Et il dit qu'il ne faut jamais s'y habituer et ne jamais rien lâcher. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas s'y habituer? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour ne pas t'y habituer? Et pourquoi t'aimes pas la démarche d'afficher ces commentaires homophobes en tant que parlementaire? Mais parce que ce qu'il faut, c'est saisir la justice, c'est faire avancer la cause, c'est essayer d'avoir des moyens, d'obtenir des moyens, c'est expliquer dans les interventions pourquoi il faut lutter contre l'homophobie, c'est la dénoncer quand on voit des actes homophobes. Il y a eu beaucoup d'agressions, récemment, où le motif homophobe, c'est-à-dire, tu es attaqué pas parce qu'on veut te dépouiller ou juste attaquer, ce qui est déjà évidemment très grave, mais parce qu'on t'a identifié, supposé ou Mmh. réellement, homosexuel, de confession juive ou n'importe quoi. D'autres parce que toute haine et toute attaque est d'égale gravité, et que, parfois la justice, elle veut pas voir. Elle veut pas voir, elle dit: «Non, non, on va pas retenir ça, c'est pas démontré», voilà, c'est arrivé à Metz, récemment, un jeune qui s'appelle Noam a Mmh. été, malheureusement a perdu la vie avec des insultes homophobes que tous les témoins, ont recensées et déclarées à la police, et pour le moment, je le dis bien pour le moment, la justice n'a pas retenu, le motif homophobe, alors que pour moi il est évident. Donc il faut le dénoncer, il faut pas se taire, il faut en parler ici, quel que soit notre métier, quel que soit notre statut, ne pas se laisser faire. Mais je trouve qu'après, si vous voulez, l'utiliser, c'est-à-dire le balancer pour rentrer en campagne électorale, moi je trouve que ça trouble. Parce que est-ce qu'il l'a fait parce qu'il était sincèrement sur cette cause? Tu parles de Gabriel De Attal? Gabriel Attal, pardon. Est-ce que, il rentre en campagne, donc il veut dire: «Bah, moi, on m'attaque sur, l'homophobie», ce qui est vrai, hein. Moi, j'ai constaté. Moi, je vois effectivement qu'il y a des commentaires, des insultes, homophobes contre Gabriel, Attal. Mais, ça m'a gêné qu'il le fasse alors qu'il est candidat. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand il était Premier ministre, on l'a pas beaucoup entendu sur ces sujets comme avant. Voilà, ça m'a un peu choqué. Puis moi, je fais partie d'une génération, puisque j'ai 40 ans, donc autant que ce soit utile de le dire. Avant le mariage pour tous, hein. C'est-à-dire que moi j'ai fait mes études, il y avait pas le mariage pour tous. Il y avait très peu d'hommes politiques, qui étaient, officiellement, homosexuels, et pas seulement d'hommes politiques, même d'artistes, d'acteurs, de chanteurs, de sportifs. Sportifs, c'est d'ailleurs encore assez compliqué, de chefs d'entreprise. Enfin, c'était très rare en fait, hein, on se rend pas compte parce que c'est allé très vite. Il y a peut-être des jeunes qui vont nous écouter, qui sont très jeunes, qui se disent: «Bah, dis donc, comment c'était possible?» Bah, c'était il y a pas longtemps, hein. C'est vrai. C'était très, très rare, et moi, j'ai dit très tôt, j'ai toujours assumé,
revendiqué très tôt et puis c'était pas facile, hein, c'était pas l'enfer parce que j'ai eu la chance d'avoir une famille aimante et des amis compréhensifs et tout, mais il fallait quand même le dire, s'affirmer, pas pour pleurnicher, pas pour, se plaindre, pour faire avancer des choses et aussi pour prendre la parole. Voilà, moi j'ai un caractère fort, alors je dis pas que les autres ont pas un caractère fort, mais quand vous avez peut-être une facilité à vous exprimer, à prendre la parole par rapport à d'autres, ou en tout cas d'avoir envie de le faire, c'est pour ça qu'il faut le revendiquer. Il faut Le penser à ceux qui peuvent revendiquer, pas. c'est pas évident, tu as raison, pour tout le monde. Et on va en parler dans quelques instants parce que toi, ton coming out, il a été particulièrement assumé très tôt. Oui, Mais c'est le journaliste, justement, Jean-Baptiste Marteau, qui a réalisé un oui. documentaire sur le coming out des élus. Il a dit que dire ouvertement je suis homosexuel quand on est élu, c'est prendre un risque. T'es d'accord avec ça? Prendre un risque, ça me gêne parce qu'il y a tellement de pays où c'est puni, où c'est pénalisé, où tu risques ta vie, où tu risques de te faire, tabasser, persécuter, y compris par l'État officiellement, que moi ça me gêne. Voilà. Moi je connais bien Jean-Baptiste Marteau, hein, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui est très sympa et très courageux d'ailleurs, y compris pour ses propres combats. Donc c'est pas une critique, hein. Mais, je trouve qu'il faut quand même aussi, penser aux autres. Voilà, aux autres qui ont quand même pas la chance de vivre en France, et le risque, ça veut dire quelque chose, voilà. Le risque, ça veut dire que tu peux perdre ta vie ou tu peux, voilà. Bon, en France, je touche du bois encore parce qu'on ne sait jamais comment tout peut évoluer malheureusement, hein. C'est pas ça, voilà. Faut se battre, faut être courageux, faut garder la tête haute, mais pour moi, c'est autre chose. C'est que ça va être plus difficile. Voilà, on va devoir plus prouver, Mmh. montrer qu'on est compétent, montrer plus que les autres, montrer qu'on est travailleur plus que les autres, montrer que les valeurs qu'on dit sont plus sincères, plus que les autres. C'est comme ça. Bon, voilà, c'est comme ça. Ça sert à rien de pleurnicher, ça sert à rien de le cacher, de le dissimuler. Moi, je dis aux jeunes qui ont de l'ambition ou pas, qui veulent vivre d'ailleurs leur vie normalement, oui, encore aujourd'hui, il faudra faire plus que les autres. C'est pas juste, mais c'est comme ça. À une question de brut, justement, Gabriel Attal, lui, affirmait qu'être gay n'était pas, selon lui, un frein à la présidence de la République. T'es d'accord avec ça? Les Françaises, les Français seraient prêts à avoir un président gay comme Gabriel Attal? Oui, 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 je pense, oui. Je pense aujourd'hui qu'on a la chance d'avoir un peuple tolérant, ouvert, mais il faut aussi démontrer que nous sommes les élus de tout le monde, évidemment. Mais c'est valable dans les 2 sens. C'est-à-dire pendant longtemps, les élus, qui étaient, 99 hétérosexuels, ils auraient dû montrer qu'ils étaient là aussi pour les minorités. Quand vous êtes, d'une minorité, il faut montrer que vous êtes là pour tout le monde, aussi. Il ne faut pas reproduire l'erreur qu'on a subie, l'injustice qu'on a subie, avant. Il ne faut pas l'oublier et je pense que les Français, en tout cas une majorité, il y aura toujours, des homophobes, il y aura toujours des abrutis, il y aura toujours des haineux, mais il faut aussi compter sur la bienveillance, des gens et il faut montrer qu'on est dans ce combat pour tout le monde. Parce qu'on est tous dans la même galère. Moi, ce qui m'est j'ai poussé un coup de gueule là, par exemple, dimanche, sur France Inter, notamment par rapport au meurtre, de Noam, mais aussi à d'autres agressions qu'il y a eu et qui ont été relayées courageusement par, les victimes sur les réseaux sociaux. Moi, j'en ai un peu assez et ça commence à me faire flipper, en fait, qu'il y ait que les homos qui parlent des homos, que, les juifs qui parlent des juifs et ainsi de suite. Voilà, c'est pas comme ça que la France s'est faite et c'est pas comme ça que je veux vivre en France. Tout le monde doit parler des discriminations que vit tout le monde et il faut pouvoir, compter sur les autres. Parce que si tu te dis, mon collègue, hétéro, mon collègue femme, ma collègue, de toute ethnie, de toute origine, de toute religion, n'est pas capable de prendre la parole pour me défendre comme tout le monde, là, il y a un problème. Là, ça déconne. Donc et ça m'inquiète un peu parce que là, ça a commencé malheureusement, beaucoup avec l'antisémitisme, où si tu enlèves les élus, les chanteurs, les artistes, les personnalités de confession juive, il y a pas beaucoup de monde finalement qui prend la parole. Il y en a, hein, je ne dis pas qu'il y a personne, mais il y en a quand même pas beaucoup. Et pour les homos, c'est en train de devenir un peu pareil, voilà. Et donc, et les femmes d'ailleurs aussi. Donc, ça commence à m'inquiéter parce que après 20 ans de vie politique, même pas 20 ans de mandat, mais 20 ans à militer, y compris d'ailleurs dans les associations homo, à ma petite échelle, il y a un changement d'ambiance là et ça m'inquiète. Est-ce que ça t'inquiète, l'intelligence artificielle, ChatGPT? J'ai vu un de tes posts récents, pardon, hein, mais dans lequel tu interpelles Gabriel Attal en disant: je comprends que ce malotru de Gabriel Attal ne comprenne pas que j'écrive mes discours sans IA. Lui qui n'est qu'un acteur raté, récitant des éléments de langage, s'il pense que la révolution IA consiste à remplacer pardon, ce qui lui reste de cerveau, il n'a pas compris grand-chose. Je savais Oui. pas qu'il avait fait le cours Florent, Gabriel Si, Attal. si, il a voulu être acteur, mais il fait ce qu'il veut, mais c'est pas grave. Mais non, mais parce que c'est lui qui avait co je veux dire, c'est lui qui a commencé. Tu vas me dire: C'est une gaminerie». Oui, mais moi, quand on m'attaque, je ne tends pas l'autre joue. Voilà, donc il m'a attaqué dans son meeting, sans avoir le courage de me citer d'ailleurs. Moi, j'ai le courage de le citer et il a commencé à dire:
que je connaissais rien à l'intelligence artificielle parce qu'on me posait une question, un journaliste me posait une question, à l'Assemblée, il me disait: «Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle pour écrire vos discours?» Et je lui ai répondu: «Plutôt crever». C'est-à-dire que moi, j'écris et je pense ce que je dis. J'ai pas envie qu'on me l'écrive. Ça veut pas dire que je n'utilise pas l'intelligence artificielle pour d'autres fonctions. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire Et lui, il qu'Attal, a il dit et non, et utilise donc il a dit l'IA pour, et donc pour comme écrire il est ses allocutions? en l'occurrence, je pense que oui, mais ça, il a qu'à répondre là-dessus. Je vais pas répondre à sa place. Mais donc en fait, il a manipulé ce propos, à savoir que j'écris ce que je dis et ce que je prononce comme discours et je pense que les gens veulent qu'on écrive nous-mêmes nos discours. Hem, comment dire? Il a utilisé ça pour dire que j'y connaissais rien, en intelligence artificielle sans savoir, d'ailleurs me citer au passage, voilà. Mais il a pas de chance, c'est que je l'écoutais moi. Parce que j'écoute toujours l'adversaire. C'est important. Oui, parce que moi je le respecte. Et alors, quelles sont les positions du RN, par exemple, sur l'intelligence artificielle, sur l'IA? Est-ce que tu penses que ce sera un sujet en 2027? Bah, bien sûr que ça va être un sujet, c'est déjà un sujet. Bah, le 1er des critères, c'est qu'il faut que la France, rattrape, son retard considérable sur les États-Unis et d'autres nations parce que si nous ne sommes pas, maîtres de ces technologies, eh bien, on subira, les choix technologiques et ce qu'on appelle les ingérences, hein. Les ingérences, c'est quand vous avez un pays extérieur qui veut s'imposer sa loi, dans ton propre, pays. Donc il va falloir investir massivement dans la recherche, dans l'éducation, dans des data centers pour, rattraper ce retard et ensuite il va falloir en faire une chose positive. Parce que, l'IA, ça va pouvoir, soulager beaucoup de gens, qui travaillent dur, qui ont parfois des tâches répétitives, ça va pouvoir les soulager, les aider et en échange, ils vont pouvoir faire des métiers plus intéressants, où ça crée plus de temps, à des tâches qui les passionnent plutôt que des tâches qui les gonflent. Donc moi, je trouve que ça va être génial l'IA. Et toi, ça t'a soulagé parce que tu étais en cinquième quand tu as fait ton coming out. On l'évoquait là tout à l'heure Il n'y avait pas l'IA à l'époque, en hein, introduction. c'était il y a très longtemps. Il y avait à peine c'était encore le modem, qui faisait du bruit là, hein. Oui, ah oui, qui nous prévenait qu'un appel Ah, allait arriver 30 oui, secondes avant. SMS, oui, SMS, ça sonnait avant, oui. Mais en cinquième, c'est tôt. Ouais, ça peut paraître tôt. Pourquoi en cinquième? Et en plus, je crois que tu l'as fait avec beaucoup de courage à l'époque, de façon très vindicative face à tous. Je me trompe pas, Oui, hein? bah, c'est-à-dire il y avait 2 trucs. Le premier truc, c'est, il y avait le PAX. C'était le débat, parlementaire sur le PAX. D'accord, donc tu te sentais touché déjà? Oui, mais alors, dans un premier temps, plutôt, je comprenais pas pourquoi on ricanait parce que, c'était pas très agressif, hein, faut pas dramatiser, mais on riait ça ricanait. Alors pour vous dire, c'est très con, c'est que c'était en cours de latin, donc Pax en latin, ça veut dire paix et les élèves, ils ricanaient, je sais pas pourquoi d'ailleurs, bon, en faisant le lien entre Pax en latin et le Pax et puis, bon, vous savez qu'en mythologie grecque, gréco-romaine, bon, la sexualité est assez libre, bon, donc on ricanait là-dessus, c'était pas méchant et puis il se trouve que je suis tombé amoureux, en fait, hein. C'est-à-dire, t'es tombé amoureux en cinquième? Oui, donc quand vous tombez amoureux, bah, vous tombez amoureux, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein. Donc soit vous le cachez, vous le vivez mal, soit vous le vivez, puis vous voulez vivre le mal parce que c'était pas réciproque. Mais voilà, c'était comme ça, Ah, quoi. c'était un amour unilatéral. Enfin, un peu plus compliqué que ça, mais disons que tout le monde n'est pas courageux. Ah, d'accord, c'est-à-dire que lui, il l'assumait pas comme toi. C'est la vie. Bah après, c'est un amour de collège. Bah, ça n'empêche pas que sur le moment vous êtes amoureux, hein. Bah, oui, c'est pas un amour d'adulte évidemment, mais le collège, ça peut commencer à devenir quand même en tout cas, c'était suffisamment vrai pour, prendre son courage à 2 mains. Non, mais c'est particulier parce que la plupart des histoires LGBT, généralement, n'ont pas, que ce soit des lesbiennes ou des homos, n'ont pas eu de relation forcément amoureuse avant d'avancer dans l'âge, ne faisaient pas comme les copains, ne faisaient pas comme les copines. Toi, en cinquième, ça veut dire que tes camarades étaient au courant? Bah, Tes de parents étaient au facto. courant? Non, mes parents étaient pas au courant, enfin je crois pas, c'est compliqué, est-ce que mes parents le savaient ou pas? Je pense que ma mère le savait un peu quand Elle même. s'en doutait? Mon père, pas du tout, ma mère, je pense que oui, elle s'en doutait un peu, vous voyez bien qu'il y avait des choses, différentes, pas, jamais, d'agressivité, mais différentes et puis il y a une période aussi où c'est pas simple, c'est-à-dire aussi, j'étais donc amoureux, de ce jeune homme et puis après j'étais aussi amoureux encore de filles, jusqu'au lycée, bon la vie n'est pas non plus, tout blanc, tout noir, Tu te posais des questions à ce moment-là ah sur bah ton non, c'était pas des orientation? questions dans le sens où pour moi mais c'est-à-dire aussi j'ai pas fait mon coming out. C'est-à-dire pour moi, c'était comme ça. Ah, Il y c'est-à-dire a t'as pas eu pas. de moment non, j'ai jamais eu de moment, moi je respecte ceux qui le font, mais j'ai jamais eu de moment où j'ai dit, «Ah bah en fait, j'ai quelque chose à vous dire». Ok, C'était comme ça. Pas ouais, c'était bien sûr. évident, c'était ainsi et puis d'ailleurs, j'ai fait une fois plus après j'ai eu une petite amie et puis finalement voilà, mais et finalement, en fait, je ne saurais même jamais, je pense au fond de moi, est-ce que c'est bisexuel, homosexuel? Je pense qu'en fait, je ne le saurais jamais vraiment. Ah, au niveau de ton orientation, c'est-à-dire tu sais pas si t'es homo ou bi? Bah, en fait, je ne le saurais jamais. Ça s'est enclenché après où j'ai eu que des compagnons, hommes. Mais aujourd'hui, tu le sais. Je sais pas, non. Mais en fait, j'ai pas voulu dire bisexuel parce que souvent c'est un peu faux cul. C'est pas il y a des vrais bisexuels, hein.
Bien sûr. Mais il y a le côté, j'assume pas. Donc moi, c'est pas ça. Donc moi, D'accord. je sais pas pour me protéger. Mais au fond de moi, je sais pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 40 ans, tu peux être autant attiré par une femme que par un homme? Non, pas autant, c'est pas vrai. Ah, Mais je ne suis pas attiré par des femmes. ça peut t'arriver d'être Voilà, attiré par une exactement. femme? Ouais, ouais, OK. voilà. Mais jusqu'à présent, tu as eu que des relations sérieuses Pas avec des jusqu'à hommes? présent, mais il y a fait longtemps maintenant, hein. Ah, ce fut un autre monde, Voilà, exactement, ouais. une autre Et j'ai époque. perdu, je sais plus faire, hein. Mais tu étais précoce, dis donc? Tu étais Ah précoce oui, j'étais aussi, un peu pour les précoce. relations, intimes? Ouais, bah, ça c'est mon jardin secret. C'est quoi le jardin secret? Bah, ça, l'intimité, les relations charnelles. Ça construit aussi quand Oui, on est ça jeune. construit, mais je pense pas que ça puisse, éclairer les gens, quoi, voilà. Tu as envie de nous éclairer? Bah, je vous éclairer, je pense sur le fait ou pas de vivre comme on vit, voilà, d'être, et le message que j'ai envie de dire, c'est, n'écoutez que vous-même, que vous-même. Est-ce que tu t'es écouté quand tu avais 18 ans, que tu quittes Boulogne-sur-Mer pour vivre, à Paris? Est-ce que c'était une façon de t'émanciper ou rien à voir? Alors on avait quitté Boulogne-sur-Mer, bien avant. Moi, j'étais en banlieue parisienne. OK, Mes parents, on a quitté Boulogne-sur-Mer à 3 ans. Donc après, on était à Bure-sur-Yvette, à côté des Ulysses, en Essonne. d'accord, mais qu'à 18 ans, tu pars pour la capitale? Oui, alors je faisais les trajets quotidiens parce qu'entre 16 ans et 18 ans, j'étais au lycée à Paris, à Henri IV. OK, Donc ma mère habitait en banlieue, je prenais le RER B avec un copain, mon meilleur pote d'ailleurs, qui est toujours mon meilleur ouais. pote, et que j'embrasse. Et on allait au lycée. Et puis après, à 18 ans, j'ai pris mon petit appart et mon boulot. Et en prépa, j'étais en prépa, dans un autre endroit, mais à Paris. Face à Benjamin Duhamel qui te questionnait, tu sais, sur la relation entre Jordan Bardella et Maria Carolina Bourbon des Deux Siciles, tu as répondu avec beaucoup d'humour: «Moi, j'aimerais bien rencontrer un prince». Est-ce que vous en connaissez un? Pas mal, hein, le petit tour, de passe-passe pour pour éviter la question. Mais moi, ça m'intéresse, sauf si tu me dis que c'est ton jardin intime, mais de savoir, bah, déjà, est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu as quelqu'un? Et si tu personne, à quoi il ressemblerait, ce prince? Est-ce qu'il faudrait qu'il soit en politique aussi? Ah, non, non. Alors j'ai aucun style. Ouais. J'avais un surnom avant, à l'ESSEC, on m'appelait le conseiller de sécurité. Pourquoi? Parce que j'avais eu, différents ex, connus à l'ESSEC qui étaient totalement différents, comme si on était à l'ONU, avec, des nationalités différentes, des gens différents, voilà. OK. Oui, t'as pas le truc que certains ont: «Je veux qu'il soit blond, je veux qu'il Ah non, soit pas du tout, brun, non, 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 je veux qu'il non. mesure tant», Ah non, moi j'ai un seul critère, c'est, j'aime les gens gentils. la Ah gentillesse. oui, bah, c'est lié à la première histoire. La première histoire, Bah, c'est-à-dire il le était le méchant, donc maintenant je veux des gentils. lequel? Le gérant Bah de non, la non, crêperie? non, celui qui a pas assumé, c'est de collège. OK. Bah ouais, tu méchant, donc moi je veux des gentils. Et le gérant de la crêperie, il était Il sympathique? était très gentil. Il était très gentil. Tu envie d'avoir des enfants? Bah oui, oui, bah, c'est compliqué, hein. Pourquoi c'est compliqué? Bah, c'est compliqué, d'avoir des enfants. Déjà, il faut trouver la personne, avec qui tu veux construire, ta famille, ensuite, il faut qu'il souhaite aussi avoir, des enfants et puis il faut trouver et l'adoption, c'est un long chemin ou trouver une autre façon d'avoir un enfant. Voilà, c'est un long chemin, hein, oui. C'est compliqué, hein. C'est vrai que c'est compliqué. Pas mal de personnes célibataires, hein, que ce soit des hétéros ou des homos d'ailleurs, rien à voir avec l'orientation, mais quand ils sont célibataires, et qui te sortent pas forcément, je remarque, je sais pas si tu sors en boîte de nuit, hein, si tu peux encore. Ça fait longtemps que je suis pas sorti en boîte de nuit, hein. Eh ben, on est 2, moi Voilà, aussi. Mais la plupart sont sur des applications de rencontres. ouais. Moi, je me demandais si en tant que parlementaire, en tant que responsable politique, tu as la possibilité d'être comme tout le monde, en fait, sur une application de rencontre. Il y a rien de mal à ça, en vrai. Oui, mais moi, non, je peux pas. Mais tu pourrais ou ce En serait fait difficile en pour fait, toi? j'ai arrêté. En fait, ça n'a rien à voir, mais il se trouve que j'ai arrêté, au moment de mon agression. En fait, comme mon téléphone a été piraté à ce moment-là, j'ai arrêté tout ce qui était, et en plus, moi, j'étais que sur des applis, soft, quoi. J'ai jamais été sur des trucs, pour faire des rencontres vraiment, sérieuses, quoi. Voilà, j'ai jamais été là-dedans, ça m'a jamais intéressé. Oui, c'était pour des rencontres. Oui, mais moi, je juge personne. Moi, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'ai toujours été un peu romantique, quoi. D'accord. Mais je fais plus parce que c'est depuis ce moment-là, quand mon téléphone a été avec mon agression a été piraté, j'ai jamais, je me suis jamais reconnecté parce que tu te dis, en fait, toute ta vie, Oui. moi, à l'époque, quand même, j'ai quelques amis qui ont été, mis sur les ré c'était sur Twitter, le contenu de mon téléphone avait été mis sur Twitter avant que j'arrive à intervenir et qu'on fasse tout supprimer. Puis, en plus, il y avait des mélanges de trucs vrais, de trucs faux pour me nuire. Donc en D'accord. fait, ça devient vraiment délirant, en fait. Et donc depuis, maximum de sécurité et c'est vrai que je me suis censuré. Donc bah, écoutez, on le fait à l'ancienne, hein. On rencontre des gens à l'ancienne, par des vraies rencontres, des amis communs, Oui, mais voilà. tu fais que bosser et tu traînes avec Oui. beaucoup de Et bah, je n'ai politiques. pas trouvé de prince, effectivement. Bah, voilà, donc ça va être Voilà. compliqué. Ni de crapaud à embrasser pour devenir un prince, ni l'un ni l'autre.
Ben oui, mais tu as l'air d'être un romantique, donc Bah ça oui, ça doit te manquer. je suis romantique, avec mes rêves pour le moment. Mais Mais ça a tu peut-être changé, il paraît que ça arrive quand on s'y attend le moins. Alors là, je m'y attends pas du tout, donc peut-être avoir un truc incroyable. c'est ce qu'on dit. Est-ce que c'est fait pour rassurer? Je ne sais pas. Oui, je pense que c'est un peu pour ça, mais ça coûte rien. Ça, c'est comme quand la voyante te dit, «Après la pluie vient le beau temps», voilà, bon, ça coûte rien d'y croire. C'est vrai, tu as raison, ça coûte rien Mais de il y a faire le plein de pari gens, d'y par contre, croire. il y a plein de gens très gentils qui m'ont envoyé plein de messages, bienveillants, plein d'amour, suite à France Inter et je les embrasse. Voilà, j'ai pas pu répondre à tout le monde parce que, on a reçu, plus de 8 000 messages, mais vraiment merci à tous, c'était très gentil. La plupart des messages, c'était des messages, bienveillants, c'était pas, des CV de mari, hein. J'en ai eu quelques-uns, ceci dit, donc je les embrasse aussi, mais non, c'est pas ça marchera pas comme ça. Jean-Philippe Tanguy, t'es dans un métier où on juge énormément l'apparence, la voix, la façon de Ouais, s'exprimer. Certains commentent ton cheveu sur la ouais. langue, sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu le vis comme une faiblesse ou alors au contraire c'est quelque chose qui te rend plus fort et que tu considères comme une force aujourd'hui? Bah, c'est-à-dire que je l'ai vécu comme une faiblesse pendant très longtemps, moi ça m'a longtemps empêché de parler, j'avais peur des commentaires, j'avais peur des réactions et puis un jour j'en ai plus rien eu à foutre. C'était Voilà. quoi ce déclic? Comment Bah, je tu l'as sais eu? plus, en fait, si, bah, en fait, vous voyez comme quoi parfois en y réfléchissant on a un déclic. En fait, si, je me souviens. C'était un poème de Victor Hugo, en quatrième avec ma professeure de français madame Collignon. Et elle m'a fait réciter un poème et je me suis rendu compte que la façon dont je l'avais récité, malgré mon cheveu sur la langue, avait intéressé les élèves. Ouais, Et je me suis dit: «En fait, tu peux faire passer un message, tu peux faire passer une émotion, tu peux faire passer une conviction, bien sûr. avec ce défaut de prononciation». Et à partir de là, ça allait mieux. Mais j'ai quand même aussi beaucoup travaillé. C'est-à Comment? ah bah, c'est-à-dire qu'initialement, il était beaucoup plus fort. D'accord. Il était beaucoup plus Tu fort, l'as toujours eu? de toute, connaissance, Ouais. oui. Alors en plus, c'est bizarre parce qu'il y a des gens qui l'entendent beaucoup, pour qui c'est insupportable, désolé. Enfin désolé, ouais. Il y en a qui l'entendent et qui s'en fichent et puis il y en a qui ne l'entendent pas. Ça, c'est Ouais. très bizarre aussi. Il y en a qui trouvent ça charmant, il y en a qui trouvent ça, exaspérant. Bah, c'est comme ça, hein. Donc bah, c'est assez dur, enfin dur. Mais tous ceux qui ont un problème verbal ou qui sont timides vont comprendre ce que je dis. C'est-à-dire vous tu dois te mettre devant ton miroir et prononcer, prononcer, prononcer pendant des heures et des heures et des heures et pendant des heures, tu n'entends rien. Tu n'entends rien et tu dois t'accrocher à faire des progrès sans faire de progrès. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Voilà, tu vas t'accrocher, Tu t'accrocher, dois t'accrocher, t'accrocher à échouer. à échouer, à te dire: «Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je» fois plus, c'est rien par rapport moi, je pense à ceux qui ont des handicaps physiques, lourds, ou des douleurs, qui se démènent pour remarcher, pour faire des trucs, pour faire de l'handisport et tout. Donc attention, c'est voilà, c'est rien du tout par rapport à ce que subissent beaucoup de gens. Mais je sais aussi que je le dis parce qu'il y a pas mal de gamins, moi, ils m'ont écrit, j'avais, déjà témoigné sur ça, dans une autre émission et c'est l'émission qui m'a, donné lieu à plus de réponses de personnes qui m'ont remercié. Tu vois? Beaucoup plus que, l'homophobie. Alors il y a pas de concurrence, hein, mais ils m'ont dit: «Bah, merci parce que moi, j'ose pas parler, je vais peut-être essayer». Et c'est important, voilà, c'est vrai. Il se trouve que maintenant, enfin, c'est ce que les gens disent, hein, après chacun est juge. Il se trouve que je suis reconnu comme quelqu'un qui est capable de parler à l'assemblée, qui est capable de faire des médias. Je vois bien que les gens parfois sont contents des prises de parole que je fais. T'es vu comme redoutable en termes de prise de parole. Bah, en tout cas, je suis content, enfin je suis content, C'est ça ce me qui ressort non hein, mais ça me fait quand plaisir, on je dit vais pas dire, Jean-Philippe Tanguy. oui, je vais pas dire: «Ah là là», bon, non mais oui, ça me fait Non, mais tu le plaisir. sais. Je sais pas, ça je pense que si tu commences à dire: «Je sais», c'est fini. Mais c'est pas un peu une revanche sur la vie? J'ai toujours du non, je suis content de vraiment ça me fait plaisir de dire aux gens: «Ne soyez pas timide, enfin ne soyez pas timide. Si vous êtes timide, vous pouvez y arriver. Vous serez toujours timide. Je suis toujours timide. T'es timide. Je suis toujours timide. Par exemple, il y a eu un dîner, un moment, je présidais à l'Assemblée, on a ce qu'on appelle des comités d'amitié avec les pays. Moi, j'étais président pour l'Inde. Il y avait le Premier ministre indien qui était en visite d'État. Il y a eu un dîner d'État, comment dire, au Louvre, avec Emmanuel Macron, les gouvernements, tatati tatata. Et j'étais terrorisé. Terrorisé. Donc je suis tout. Mais d'ailleurs, ça s'est pas très bien passé. Et j'étais toujours, voilà, je suis toujours un grand timide. Et t'as un petit truc pour contrôler cette timidité? Non, le seul enfin oui, j'ai des bah, moi j'invite à ceux qui se posent des questions, allez voir aussi des gens qui peuvent vous aider. Vous avez des psychologues. Moi, c'est ma prof de piano. Alors pourquoi? Je faisais du piano. Ma prof de piano, elle aimait bien un peu la psychologie, tout ça, mais c'était comme ça, quoi, informel. Et puis, bah, 10 ans de piano avec elle, j'avais confiance en elle. Elle m'a donné des conseils, j'ai parlé avec elle et puis tu te dis, elle donne des exercices de respiration et voilà. Et puis après, Nicolas Dupont-Aignan et je le remercie d'ailleurs, m'a conseillé une professeure de chant. Alors je chante affreusement mal,
J'ai aucun talent pour chanter, mais par les cours de Moi, faut chant. pas me dire ça 2 fois, sinon après je te Ah demande ouais, une non, non. chanson, hein. Ah bah jamais. Bah alors là, tu vois, jamais. Et mais par contre, elle m'a appris un peu à poser ma voix, à avoir des Oui, petites, respirer. par exemple, j'ai un scoop. Souvent, il y a des journalistes, Le Quotidien notamment, Yann Barthès qui s'était moqué de moi plusieurs fois, moqué gentiment, parce que, au début des interviews, j'ai dit: «Bonjour» en non mais en allongeant le jour. Oui, Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est mon échauffement. Jour, en fait, prolonger la syllabe limite le chuintement. Et c'est pour ça d'accord. que, bah, commences une interview, je dis: «Bonjour» pour préparer un peu le fait que je vais essayer de limiter, ce défaut de prononciation. C'est pour ça, c'est rigolo qu'il l'ait sorti, parce que moi j'avais l'impression que personne l'entendait, de ce Ouais. petit truc. Bah si, en fait, ils l'ont entendu. Tu bien Quotidien? Non, mais là, c'était drôle. Bah, ils sont très méchants avec nous en général. Ah bon? Ah ouais, ils sont Moi, odieux. j'aime bien regarder Bah Quotidien. OK, mais on n'a jamais été tu peux vérifier, on n'a jamais été invité, hein. Mais vous avez jamais été invité ou c'est vous qui ne voulez pas les laisser rentrer dans Non, vos c'est dans meetings? cet ordre-là. Puisqu'ils nous ont jamais invités, on les a pas invités. Bah, faites la paix. Bah, on l'a toujours proposé. Ils peuvent faire le calumet de la paix quand ils veulent. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique, Jean-Philippe Tanguy? De tout, alors là, franchement, vraiment de tout. Alors par contre, je me rends compte, c'est horrible quand en ayant 40 ans, je me rends compte, quand j'avais 20 ans, je me disais: «Mais je comprends pas, pourquoi quand on est en vieillissant, on n'écoute pas la musique contemporaine Actuel? quoi, actuelle?» Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un peu décroché, hein. En fait, on se foutait de la gueule peut-être de nos parents en Ouais, mode ils sont coincés dans les années 70, exactement. mais nous, est-ce qu'on n'est pas coincés dans Ouais les et en années plus, 2000? c'était d'autant plus drôle que ma mère, pas du tout. Ma mère, elle est totalement actuelle et toujours, à écouter des trucs qui sortent tout le temps et ma mère est moins ringarde, oui, enfin, elle a moins décroché de la musique contemporaine que moi. Mais il y a des artistes, hein, qui étaient présents et qui cartonnaient dans les années 80 et qui cartonnent toujours aujourd'hui. Oui. Je pense notamment à Mylène Ah Farmer. bah, oui, oui, Mylène oui, Farmer qui oui. vient d'ailleurs, de sortir, un nouveau titre, c'est son retour. Tu Mylène Farmer? Oui, oui, oui. Et est-ce que tu aimes Marine Le Pen? Oui, bah, oui, mais je sais très bien où tu vas arriver, hein. Parce que tu as déclaré Marine Le Pen comprend les gays, Oui, comme Mylène Farmer. Moi, je voulais savoir quels sont les points communs, selon toi, entre Marine Le Pen et Mylène Farmer? mais c'est la faille. C'est-à-dire que, tout le monde s'est foutu de ma gueule sur ce truc alors que, c'était totalement sincère. Bah, moi, je le vois sur le terrain d'ailleurs. Moi, je vois bien il y a beaucoup de fans de Mylène Farmer revendiqués au meeting de Marine et c'est la faille, c'est-à-dire que, Marine Le Pen, tout le monde le sait maintenant, elle a été longtemps pudique, mais elle l'a expliqué aux dernières campagnes, a eu une vie difficile, quoi qu'on en pense. Quoi qu'on pense d'elle, de ses idées, c'est autre chose. Elle a subi un attentat, à la bombe très grave, avec, sa famille. Elle a été quand même malmenée, y compris par les adultes, pendant, sa scolarité. C'était compliqué quand elle était étudiante, beaucoup de violence, la rendant responsable de choses qu'elle n'était pas responsable. Une fois de plus, quoi qu'on pense, des idées de son père, une enfant n'est jamais responsable, des idées de sa famille, qu'elles soient bonnes, ou mauvaises, ou qu'on soit pour ou contre. Et donc il y a cette faille quand même, une forme de compréhension de ce que c'est de subir des injustices, d'être jugé, pas pour ce qu'on fait ou pour sa vie, mais pour son identité, ou l'identité imaginée ou projetée. Et donc je suis désolé, il y a cette compréhension mutuelle et il y a beaucoup, d'homos qui se reconnaissent dans Marine Le Pen parce qu'ils se disent: «J'entends, on n'est pas forcément d'accord avec Marine, hein, mais elle nous comprend». Elle nous comprend parce qu'il y a cette, il y a ces failles communes et cette compréhension de ce qu'est, une injustice, une discrimination injuste. Voilà. Et ça a déplu que j'ai dit ça, bah, moi j'assume à 200. Mais on va le creuser, justement, cet angle-là, parce que je le trouve intéressant, ce parallèle entre Marine Le Pen, et l'artiste Mylène Farmer. Parce que Mylène Farmer, elle a déclaré: je préfère un mariage gay à un mariage triste, quand ton parti dans lequel tu es aujourd'hui, en 2013, rappelle-toi, disait: notre parti rappelle son opposition au mariage homosexuel et à l'adoption pour les couples homosexuels. C'est pas très Mylène Farmer, ça. Oui, bah, attention, j'ai jamais, j'y répondrai à la question après, hein, t'inquiète pas. Mais je n'ai jamais voulu politiser Mylène Farmer, hein. C'était dans un, portrait de elle, c'était un angle particulier sur les femmes en politique, sur, la figure féminine, Mylène Farmer n'a jamais fait de politique, n'a rien à voir avec le RN, attention, hein, j'ai Ouais, mais jamais. c'est une phrase forte qu'elle a déclarée, c'est une phrase politique. Oui, on va y revenir, mais je veux dire, non, mais j'ai jamais essayé, si tu relis tout l'entretien dans Elle et tout l'article, il y a aucun moment j'ai essayé de faire croire que Mylène Farmer est liée au RN, hein. Ah, bien sûr. C'était ju Et non c'est mais pas mon intention de non, je poser sais, cette mais je question. préfère le dire pour ceux qui nous écoutent, ils diront: «Bah, dis donc, il y a aucun lien, il y avait rien de politique, c'était que l'humain, c'était que la perception humaine». Oui, oui, non, mais moi c'est public, hein, moi je pense que mon parti s'est totalement trompé. Moi à l'époque, je suis militant, bah, avec d'autres, tu as reçu, Sébastien Chenu, tu as reçu Julien Audoul, on était, non seulement, pas d'accord, bon à l'époque je suis pas au RN, mais ça ne change rien, pas d'accord avec, cette opposition. Moi, Dupont-Aignan était aussi contre le mariage pour tous. J'étais dans l'opposition à Dupont-Aignan là-dessus. Moi, j'ai été aux manifestations,
publiquement pour le mariage pour tous, avec mon petit drapeau français, avec des photos sur les réseaux sociaux. Et par contre, on était autorisé, aussi bien à Debout la France avec Dupont-Aignan qu'au RN, à être pour. C'était pas non plus interdit. Et donc, on était en opposition à notre parti là-dessus, hein, totalement. Mais moi, aujourd'hui, ce qui me dérange, parce que je le dis aussi aux jeunes, parce que ce qu'il faut, ils décideront librement de leurs opinions, évidemment. Mais aujourd'hui, il y a aussi une réécriture dans l'autre sens. Nous, on ne dit pas, personne au RN dit non, non, le RN était pour le mariage pour tous. Ils ont été contre. Par contre, il n'y avait pas que le RN qui était contre le mariage pour tous. Il y avait 99% de tous les partis de droite qui étaient contre. Il y avait 95% des députés des territoires ultramarins. Voilà, c'était pas les gentils contre les méchants. Voilà, malheureusement, c'était un clivage très largement partagé. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est derrière nous. Pas derrière nous dans le sens faut effacer, faut oublier. Faut jamais oublier. Il faut toujours comprendre ce qui s'est passé et pourquoi c'est passé, parce que ça peut revenir. Toujours, ça peut revenir. Rien n'est acquis. À l'échelle du monde, les homosexuels, là, ils ont quelques secondes de liberté et d'égalité dans une vie de persécution. Donc, mais aujourd'hui, on fait croire qu'il y avait que le RN qui était contre et que tous les autres étaient pour. C'est faux. Il y avait très peu de gens qui étaient pour. Et moi, je le dis d'autant plus facilement que c'était quand même difficile d'être pour. Mmh. Sur la question de l'adoption ou sur la question de la PMA, Mylène Farmer, elle a déclaré: si c'est le droit pour des orphelins d'investir en foyer chaleureux, c'est un progrès. L'amour pense les plaies quand il est réel et authentique. Quand Marine Le Pen, elle vote contre la PMA à toutes les lectures en disant un enfant a droit à un père. C'est pas très Marine Le Pen, c'est pas très Mylène Farmer non plus. Oui, mais là, une fois de plus, c'est les opinions. Enfin, j'ai pas fait une comparaison sur les opinions des uns et des autres. Bien sûr, elle ne pense pas pareil, évidemment. Mais moi, j'aurais voté la PMA avec la possibilité, par contre, de connaître ton origine biologique. Ah, donc toi, t'aurais voté pour la PMA? Ah oui, totalement. Ouais. Avec la possibilité pour l'enfant, quand il le souhaite, et s'il le souhaite, la liberté de l'enfant, de connaître l'identité de son père biologique, enfin de son géniteur. Donc en fait, c'est OK d'avoir des désaccords, par exemple, avec la présidente Ah, totalement. de ton parti? Ah oui, oui. Vous en parlez? Oui, oui, non, mais on en parle, hein, oui. Il y a aucun problème. Le Rassemblement national de Marine Le Pen sur les questions sociétales est neutre, en fait, sur la doctrine. C'est-à-dire, il y a des positions de Marine Le Pen, mais par contre, si vous pouvez être au parti et penser autrement sur un certain nombre de questions sociétales. Voilà, parce qu'on considère en fait que ces sujets, nous, notre vraie position, c'est qu'à chaque fois, on aurait dû faire un référendum. C'est-à-dire de faire voter tous les Françaises et tous les Français sur ces sujets-là, parce qu'en fait, on considère qu'il n'y a pas de pertinence à ce que les députés votent à notre place sur ces sujets-là, sur toutes les questions de société. L'euthanasie, par exemple, le droit à mourir dans la dignité, l'euthanasie assistée, on considère aussi que ça aurait dû être par référendum. Parce que vous pouvez voter pour quelqu'un sur un programme économique, sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'école, déléguer votre façon de penser là-dessus, en tout cas votre pouvoir politique. Mais par contre, sur les questions intimes, qui peuvent aussi être religieuses d'ailleurs, bon, moi, je suis agnostique, j'ai pas la foi. Mais vous pouvez avoir des convictions religieuses qui sont différentes de celles de votre parti, par exemple, ça existe. Et donc, le référendum, à mon avis, là, c'est beaucoup mieux. Il y a la question du genre aussi que je voulais évoquer avec toi. C'est mon dernier parallèle, Mylène Farmer. Mais c'est toi qui m'as inspiré en même temps au travers de son titre, Sans contrefaçon. Oui. Puisqu'il faut choisir, Absolument, amoureux, je bah peux oui. le dire, sans contrefaçon, je suis C'est un garçon. une meilleure chanson. Devenu un hymne pour beaucoup de Oui. personnes LGBT, bah justement grâce à son jeu sur l'identité et les codes du genre. Et d'ailleurs, il faut savoir que dans la chanson, il y a une référence au chevalier Déon, qui est un personnage historique connu pour avoir vécu une partie de sa vie sous une identité féminine. C'était un espion de Louis XV. Et ma question est la suivante. Sans contrefaçon, un garçon a-t-il le droit de se sentir dans le mauvais corps ou inversement? Oui, et Jean-Philippe Tanguy. oui, et même au FN de Jean-Marie Le Pen, il y avait les premiers candidats. À l'époque, on disait transsexuel. Maintenant, on dit transgenre. On dit plus Oui, transsexuel, mais en effet. à l'époque, c'était les années 80. Et il y a eu 2 premiers candidats aux législatives, je crois, ou aux municipales, qui étaient des candidats avec Jean-Marie Le Pen et qui étaient à l'époque transsexuels. Aujourd'hui, on dirait transgenre. Est-ce que Enfin, on c'est dit OK transgenre. pour le RN, la transidentité? Est-ce que vous êtes pour justement protéger cette minorité? Ah, mais on est pour protéger. Nous, on est pour ce qu'on appelle le droit à l'indifférence. C'est quoi le droit à l'indifférence? C'est que vous avez le droit de vivre votre vie librement quand ça ne nuit pas à la société, évidemment. Et là où on est en désaccord, c'est quand une minorité veut imposer à la majorité une remise en cause de la société. Donc, pouvoir, vous êtes dans vous êtes dans le mauvais corps
vous voulez changer d'identité au terme d'un processus avec vous-même, il faut l'accompagner, il faut le valider. Là, par contre, vouloir considérer que parce que vous êtes né dans le mauvais corps, il faut que la société entière, interroge ses propres identités, non seulement moi, le RN est en désaccord, mais moi, ça m'inquiète. Parce qu'en fait, moi, j'ai bien conscience aussi, pour avoir été militant depuis quand même pendant longtemps, que ce qui a beaucoup favorisé la reconnaissance de nos droits et de nos libertés, de nos égalités, c'est que tous nos droits et l'égalité a été gagné parce qu'on a démontré à la majorité que ça ne les dérangeait pas, que tout le monde pouvait vivre sa vie tranquillement, que tout le monde pouvait vivre les uns à côté des autres, non seulement sans gêner, mais en plus que tout le monde serait plus heureux comme ça. Et aujourd'hui, il y a une agressivité que je ne comprends pas. Et moi, ce que je comprends pas, c'est ça, et j'aimerais bien que tu me l'expliques. En décembre 2029, concernant la résolution sur le discours de haine envers les personnes LGBT+, Jordan Bardella, il a voté contre en prétextant que le texte faisait la promotion de l'idéologie de genre. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence dans le discours en disant le RN protège les minorités, mais voter contre sur un texte comme celui-là? Non, alors là, c'est une petite particularité, si tu veux, c'est que dans notre doctrine politique, nous, on est ce qu'on appelle des souverainistes. Alors, qu'est-ce que c'est des souverainistes? Pour les plus jeunes qui ont toujours connu l'Union européenne, c'est que nous, on a toujours été contre la construction de l'Union européenne qui, comment dire, prend le pouvoir par rapport aux États. Donc, on considère que c'est la France qui doit décider de toutes les questions de société. On est d'accord pour faire l'Europe sur le contrôle des frontières, sur la politique monétaire dans certaines limites. Bon, bref, il y a des compétences qu'on veut bien donner à l'Europe, mais il y a des compétences qui doivent rester en France. Et toutes les questions de société, pour nous, ça doit rester en France. Et c'est pas à l'Europe de s'en mêler. Ça, c'est la première des raisons. Deuxième des raisons, c'est que parfois, il faut se méfier des textes européens. Parfois, c'est des textes qui font des pages et des pages. Il peut y avoir des choses bien dedans, mais s'il peut y avoir des choses, on est contre. Oui. Et oui, mais d'accord, mais sauf qu'à la fin, tu votes une totalité. Et parfois, il y a de la mauvaise foi de dire parce qu'il y a un paragraphe qui était bien, vous avez voté contre. Non, il n'y a pas qu'un paragraphe Oui, qui est mais bien. pardon, mais voter contre une résolution condamnant la peine de mort pour homosexualité en Ouganda, c'est pas une question de souveraineté française, c'est pas une question de souveraineté nationale. C'est Ah, un là, ça choix, c'est m'étonne. moral. Là, sincèrement, Refuser de condamner, par exemple, l'assassinat de 2 hommes tués dans un bar gay à Bratislava, c'est pas défendre la France, c'est protéger l'inaction face au crime. non, mais je suis d'accord, mais je ne sais pas quel est le texte là. Je connais pas tout par cœur, Sam. À mon avis, le texte lui-même, globalement, ne devait pas aller. Moi, ce qui me Parce surprend, qu'inversement, il n'y a aucune raison qu'on vote contre. mais Il y c'est a aucune ça, moi, raison qu'on vote justement, ce qui me contre s'il n'y a surprend. pas un problème dans le texte. C'est que sur 11 votes qui ont été organisés, par exemple, au Parlement européen sur les questions LGBT+, le RN, il a voté 10 fois contre les droits des personnes LGBT+, ou alors s'est abstenu. Est-ce Oh, que ça veut dire, donc, est-ce que ça fait du RN un parti qui protège sincèrement les droits des LGBT+, quand sur 11 votes, 10 fois, il y a abstention ou contre sur ces questions-là? Non, mais je comprends, mais inversement, au texte en France, on vote toujours pour. Et donc, c'est ce que je dis, en France, on vote toujours pour parce que c'est à la France de s'occuper de ça. Donc, en fait, là, c'est vraiment une question on considère que l'Europe ne doit pas se mêler de ça. Et je te remercie pour ta question parce que il faut que les gens entendent que tout ne peut toujours pas aller dans le même sens. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a des droits aujourd'hui. Si demain, en Europe, il y a plus de gouvernements contre les droits des homos que pour, si la France n'est pas souveraine, et ben même si les Français sont pour l'égalité des homos ou d'autres minorités, eh bien, on ne sera plus maître de chez nous. Et donc, on devra accepter la loi des autres. Et donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas que les questions de société soient transmises en Europe. On Mais ne ouais, veut mais pas. comment Jordan Bardella a pu voter contre les thérapies de conversion? Bah, là, pour le coup, j'ai lu le texte, c'est pour ça. On ne veut pas, ce n'est pas à l'Europe de se mêler de ça. Mais c'est une question c'est une question d'humain, là, c'est une question de morale. Non, mais c'est pas une C'est question une de question morale. de droits Non. humains, de droits LGBT à Non, l'international. parce que quand vous faites de la politique, il faut penser à toutes les conséquences de vos votes. C'est pas que penser évidemment aux victimes de thérapies de conversion. Mais alors, c'est quoi la conséquence de voter Non, mais- contre les thérapies de conversion? Mais parce que si ça se retourne, si un jour, parce que aujourd'hui, l'Europe ne peut pas autoriser les thérapies de conversion en France, même si on perdait un vote, parce qu'on n'a pas délégué ce pouvoir à l'Europe. Ils n'ont pas le droit de nous l'imposer. Par contre, par exemple, le traité de commerce pour les agriculteurs, là, les gens on les ont vus manifester. Quand l'Assemblée nationale, on est contre un traité de commerce, par exemple avec l'Amérique du Sud, même si on vote contre, le traité de commerce, il s'applique. Parce que on a transféré le pouvoir à la Commission européenne. Si tu transfères le pouvoir sur les questions de société à l'Europe, si demain il y a une majorité contre, eh bien on le paiera en France. On ne veut pas subir
la loi des autres pays sur les questions de société. C'est à la France de choisir comment on vit en France. Mais donc vous allez à l'encontre de ce qui est dénoncé par exemple par Amnesty International. Je veux dire, Mais oui, mais Amnesty International, il voit pas les mauvaises conséquences. Regarde ce qui s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, c'était la Cour constitutionnelle qui protégeait le droit à l'avortement. Un jour, la Cour constitutionnelle a changé d'avis. Et ils ont plus protégé le droit fédéral à l'avortement. Voilà. Et donc, les gens qui étaient pour l'avortement dans des États anti-avortement, du jour au lendemain, ils ont perdu leurs droits. Ils avaient plusieurs pour pleurer. Voilà. Donc, moi, je veux pas que ça arrive en France. Et à l'époque, on disait, moi, quand j'étais plus jeune, si on t'avait dit, je sais pas quel âge t'as, mais si on t'avait dit, il y a 20 ans, un jour aux États-Unis, il n'y aura plus l'IVG, tu m'aurais dit, ouais, bof, c'est pas très crédible ton truc. C'est possible. On peut tout à fait, un jour, en Europe, être mis en minorité, notamment par les pays de l'Est. Donc, il faut arrêter de croire que ça va toujours dans le même sens. Moi, je ne veux. Le RN, c'est Sébastien Chenu qui s'est occupé de ça. On a voté pour l'interdiction des thérapies de conversion en France. mais Jordan Bardella a voté contre au Parlement européen. Est-ce que ça t'a choqué, sincèrement? Mais ça m'a pas choqué parce que je considère que c'est pas au Parlement européen de s'occuper de ça. Par contre, est-ce que je Quand considère. même, le Parlement européen, il est là pour dire ce qui doit se passer en Europe, ce qui peut se passer, C'est là, on n'est pas d'accord. et comment respecter justement les minorités Non. et les droits de tous. Non, parce que si un jour tu dis que c'est à l'Europe de se mêler des autres, ils viendront se mêler de toi. Par contre, je suis pour que la diplomatie française aille convaincre les autres pays européens de ne pas faire de thérapie de conversion. C'est comme pour Viktor Orban. Vous avez voté contre au niveau de sa condamnation par rapport à la loi qu'il proposait. Je veux dire, pourtant, si... Je suis désolé de te poser la question, Non, mais au contraire, pose la question. Est-ce que c'est un vernis de surface, ce discours sur les droits LGBT que vous tenez, parce que vous vous dites, OK, au parti RN, on est un parti où il y a énormément, il y a pas mal d'élus homosexuels, donc de facto, on montre qu'on représente les droits des LGBT. Mais quand sur 11 propositions, vous votez 10 fois contre au Parlement européen, qu'est-ce que ça renvoie comme signal? Tu comprends? Non, mais je comprends la question, elle est très importante. C'est vraiment ce que je te dis. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo immédiatement pour expliquer le vote parce que j'ai vu que les gens ne comprenaient pas. C'est qu'on ne veut pas que ce soit l'Europe qui s'occupe de ça. Et regarde en Hongrie, les gens, ils ont changé et ils ont pu voter pour Viktor Orban. Donc, ils n'ont pas eu besoin d'une loi européenne. Ils ont changé. Voilà. Et il y aura des droits nouveaux pour les homos et d'autres minorités en Hongrie parce que les Hongrois et les Hongroises ont voté pour. Le problème, c'est que, on le voit notamment aujourd'hui dans ce qui se passe en Afrique, avec un certain nombre de gouvernements qui prennent des lois homophobes. Tu penses au Sénégal dernièrement? Au Sénégal, Ouganda avant, c'est des lois très dures. On va regarder juste un extrait vidéo et je te laisse poursuivre ton raisonnement juste après. Je parle à l'opinion internationale. Les homosexuels ne respireront plus dans ce pays. Les homosexuels n'auront plus la liberté d'expression dans ce pays. Nous considérons que les valeurs LGBTQ constituent, à travers des télés, des chaînes, à travers des ambassades qui financent des associations de LGBTQ, un poison culturel savamment inoculé dans notre peuple. Si je suis ton raisonnement avec ton discours sur la souveraineté nationale, ça veut dire laissons-les dire ça, ne militons pas, fermons notre bouche, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Mais pour moi, ça signifierait ne pas penser aux droits de tous à l'international. En fait, je pense aux LGBT, tu vois, Sénégalaises et Sénégalais, je me dis les pauvres, quoi. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, les pauvres, on est solidaires. Il faut après choisir le bon moyen pour les aider. Si la France doit prendre position, dire qu'elle n'est pas d'accord, mais par contre, il faut accompagner, les forces sénégalaises nationales qui vont lutter contre. Mais il ne faut pas donner l'impression que c'est la France, qui par ailleurs est l'ancienne puissance coloniale du Sénégal, qui va faire la loi à la place des Sénégalais. Et c'est dangereux, en fait. C'est dangereux parce que le combat pour les homosexuels n'est plus un combat des Sénégalais qui décident eux-mêmes qu'il faut être tolérant. Ça devient le poids d'un pays qui va faire la loi à la place d'un peuple libre. Et les Sénégalais, comme les Français, ils ont le droit de choisir. C'est difficile comme chemin. C'est très difficile comme chemin. Parce que c'est facile de dire je prends position, je fais des votes, moi je m'achète une bonne conscience, c'est pas ce que tu fais toi, mais certains le font. Je fais pas une bonne conscience, et les conséquences sur les homosexuels au Sénégal qui vont passer pour des agents de l'étranger, par des gens mal intentionnés, ils vont s'en prendre plein la gueule, voire ils vont le payer de leur vie. Donc parfois, le combat pour les droits, c'est quelque chose de très difficile. Parce que il y a des forces politiques dans différents pays qui font croire que donner l'égalité des droits et respecter les gens, ça vient pas de leur propre culture, ça vient d'une force étrangère. Et en France, le débat s'est fait, c'est les Français qui ont choisi.
C'est pas les Américains qui sont venus nous dire il faut donner le mariage pour tous. C'est les Français qui se sont dit moi je veux l'égalité pour mes enfants et pour nos compatriotes homo ou d'autres. Les Sénégalais, ils doivent suivre leur route. Oui, mais ces votes, quand on y pense, ils valent rien. Non, bien sûr qu'ils valent quelque chose, mais ils coûtent rien politiquement, sauf à affirmer quand même une position forte. Bah si, ça coûte. Je suis désolé si j'arrive pas à m'expliquer. Voter contre la Mais si, LGBT, parce que c'est un si choix tu votes- délibéré. Mais non, parce que tu votes pas. Le problème, c'est pas en politique. Si tu veux, là, le problème, c'est pas le texte. C'est que si tu votes un texte, La souveraineté, elle a des limites quand même. ben non, Les droits non, humains. non, mais non. On considère que la souveraineté, justement, si tu la transfères, c'est trop tard. C'est pour ça que je te donnais l'exemple des traités de commerce. Et c'est grave aussi, traités de commerce. Hein. Tu as des éleveurs en Picardie, tu as des agriculteurs, tu le sais, hein, tous les jours, ils se suicident à cause de ça. Alors, je vais prendre Donc, un autre c'est- exemple. Non, mais donc, il faut, donc ça a des conséquences. Si tu dis à la Commission européenne, maintenant, c'est vous qui décidez, si un jour, une fois de plus, ça se retourne contre nous, mais tu vas dire quoi aux gens Oui, mais Tu la vas- Commission européenne, elle est là quoi qu'il arrive. Le Parlement européen, il est là quoi qu'il arrive. Mais justement, qu'ils ne s'occupent pas de ça. Mais Mais alors- Sam, excuse-moi, Oui. mets-toi dans une autre position. Donc imagine, aujourd'hui, défendre les homos en Europe, c'est majoritaire. C'est bien, je suis très content. Imagine dans 20 ans, on devient minoritaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de majorité de gens qui sont d'accord avec nous. Et tu as donné le pouvoir à ces gens-là de venir changer ta vie. Tu diras quoi Tu diras, ah bah si j'avais su, j'aurais pas transféré le pouvoir. Voilà. Comme les agriculteurs aujourd'hui, ils se disent, bah si j'avais su, j'aurais pas donné le pouvoir, et qui fait qu'on va envoyer, mais on va tuer mon troupeau. Voilà. Donc voter, c'est pas juste pour se donner bonne conscience. Ça a des conséquences parfois de très long terme qu'il faut anticiper. Et en plus, c'est un vote, excuse-moi, ça sert à rien, voilà. Donc tu peux donner bonne conscience. Donc, si ça sert à rien, autant affirmer Non. une position cohérente par rapport Non, au discours Parce LGBTQ+. que il se trouve que dans un combat contre l'Union européenne, malheureusement, c'est toujours construite comme ça, en voulant prendre des pouvoirs, toujours prendre plus de pouvoir, voilà. Et nous, on assume, c'est pas populaire, je le sais, parce que c'est pas populaire. Tu le sais toi-même que c'est pas populaire de faire ça. On assume de dire aux gens notre vérité, à savoir ce vote est dangereux, pas pour les minorités, il est dangereux parce qu'un jour, ça se retournera contre vous. Et ça s'est déjà retourné contre vous sur l'agriculture, sur l'industrie, sur la monnaie, sur l'immigration, le contrôle de l'immigration, ça s'est déjà retourné contre vous. Donc on va pas transférer d'autres trucs. Et toi, dans ton fort intérieur, si t'enlèves là ton, je sais pas moi, le masque de politique que t'as l'habitude de porter, juste l'humain. Oula, je me suis pris le micro. Mais juste l'humain, franchement, que ton parti vote contre, même si t'as expliqué, ça te fait pas un truc, tu te dis pas quand Si. même des thérapies de conversion. Je veux dire, t'imagines si toi on Oui. t'avait mis en thérapie Si. de conversion? Si, c'est dur. C'est dur. un truc de fou. Si, C'est d'une souffrance incroyable. Mais c'est une barbarie. Il y a des électrochocs, exactement. Barbarie. C'est très dur de te dire, si je suis mon cœur, je voterai pour, mais si je suis ma raison, je vote contre ou je me prononce pas là-dessus parce que ce n'est pas, si je fais ça, je rentre dans un engrenage qui fera le contraire de ce que mon cœur veut. C'est difficile, ouais. Parce que sur le moment, évidemment, tu as évidemment envie de penser à ces gens. Mais c'est pareil pour le Sénégal. Tu as envie de critiquer le gouvernement sénégalais. Tu as envie, bien sûr que tu as envie. Mais si tu le fais, tu leur donnes des arguments pour persécuter les homosexuels. Voilà. C'est la difficulté du truc. Parfois, en politique, les choses ne sont pas, malheureusement, sont pas complexes dans le sens où comment dire, on est lâche, où on fait semblant que ce soit complexe. Parfois, il y a des phénomènes qui sont compliqués. Compliqués dans le sens où ce qui paraît être la solution la plus simple n'est pas la meilleure. Comment vous vous gérez, comment vous vous coordonnez tous entre vous? Quand j'ai vu là que la Nouvelle-Aquitaine en 2021, donc le groupe RN votait contre les financements régionaux aux associations LGBT+, ça te choque ça? Ça dépend quelle association. C'est une association, si tu veux, qui utilise l'argent pour dire qu'il ne faut pas voter pour le RN. Le problème aussi, c'est qu'on a des associations, moi, on se chamaille parfois publiquement, qui sortent de leur fonction. Quand tu touches de l'argent public, tu dois être neutre. Bien sûr, mais j'ai un autre exemple. Virginie Dorsan-Macabé, donc une candidate RN qui a été qualifiée au second tour dans un post sur X qui est toujours disponible au moment où on tourne, qu'elle a mis en 2016. Elle a qualifié une campagne de prévention du sida destinée aux homosexuels de propagande idéologique abominable. Enfin, je veux dire, les associations, elles ont des rôles quand même qui sont d'intérêt généraux, d'intérêt public. Bah, Je moi, veux j'ai dire, soutenu cette campagne. voilà, mais ça te choque par exemple un tweet comme ça? Oui, non, mais bien sûr que ça me choque. Mais vous savez, dans un parti, on n'est pas, c'est pas une secte. Hein. Mais moi, publiquement, j'ai soutenu cette campagne. Bon, à l'époque, j'étais pas
au FN, mais j'étais avec Dupont-Aignan, mais chez Dupont-Aignan, il y avait aussi des gens qui étaient contre cette campagne. Et chez LR, le maire Christophe Béchu, parce que je vois très bien la campagne dont tu parles, le maire d'Angers, Christophe Béchu, qui est macroniste, il était contre aussi à l'époque cette campagne. Hein. Donc malheureusement, c'était pas qu'au FN. Ça n'explique rien. Ça ne justifie rien. Mais moi, j'étais pour cette campagne. Parce qu'effectivement, pour qu'un message sur la prévention des MST ou la lutte contre le VIH soit efficace, oui, il suffit pas de mettre un message noir sur un fond blanc. Hein. Parfois, il faut sensibiliser, il faut interpeller. Ouais. Donc parfois, les campagnes, effectivement, mais la maladie, c'est pas bisounours. Hein. Les maladies, c'est évidemment un monde très dur. Donc pour interpeller les gens, parfois, il faut des campagnes, effectivement, qui sortent de l'ordinaire. Ouais. Qu'est-ce que le RN, enfin pour finir sur cet angle-là, a amélioré selon toi sur la question de la protection des minorités? Mais il faut qu'on sache mieux comprendre. Moi, c'est pour ça que tu vois, je ne fuis pas de questions. Enfin, j'essaie de répondre, franchement. Voilà, je ne suis pas parfait, mais moi, je refuse aucune question, aucune intervention, d'explication. Voilà, débat. Il faut qu'on s'explique mieux, qu'on se fasse mieux comprendre. Voilà, et que je pense aussi parfois, il faut qu'on reconnaisse qu'on a été à côté sur un certain nombre de sujets de la majorité de la population. Ouais, c'est pas grave de se tromper. Hein. Ce qu'il faut, c'est aller dans le bon chemin. Voilà. Et il faut aussi faire la différence, ça c'est très important, entre les gens qui étaient contre un certain nombre de droits par haine, par homophobie, et des gens qui étaient contre parce qu'ils se sont juste trompés ou qui pensaient que ça tournerait mal, sans haine. Voilà. Il y a des gens qui étaient contre la manif, qui étaient dans la manif pour tous, par exemple, qui n'étaient pas haineux. Il y avait des gens qui étaient haineux, hein, parce que c'est toujours toi tout blanc, soit tout noir. Il y avait des gens qui étaient homophobes, qui étaient haineux, et puis tu avais des gens qui pensaient, qui comprenaient pas, qui n'étaient pas sensibilisés, qui pensaient que ça allait mal tourner. Bon, tout un tas de raisons, mais qui n'étaient pas forcément haineuses. Liana, j'aimerais te parler de la tragédie, du drame, Liana, qu'on vit tous, que toutes les Françaises et les Français vivent depuis 15 jours, maintenant 3 semaines. Tu as dénoncé un scandale d'État. Quand tu dis scandale d'État, quelle réforme concrète le RN mettrait en place demain matin, si c'était possible? La première des réformes, elle est simple, mais c'est qu'il faut mettre les moyens humains et les moyens financiers. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, tu peux adopter toutes les lois du monde, tu peux faire tous les textes que tu veux, tu peux envoyer toutes les circulaires. Hein. Les circulaires, c'est les courriers que le ministre envoie pour donner des instructions au personnel. Si tu as 70 000 plaintes en attente, comme on l'a appris malheureusement à l'occasion de cette tragédie Par Gérald par Darmanin. Gérald Darmanin, si on a vu qu'à Valenciennes, par exemple, tu avais 400 plaintes pour juste Valenciennes, bah, tu peux dire tout ce que tu veux. Si tu n'as pas les inspecteurs, la police judiciaire, les magistrats, les greffiers, les médecins pour faire malheureusement, hélas, les constats rapidement pour voir si oui ou non il y a eu comment dire, des traces physiques de cette agression, malheureusement. Sauf que c'est la seule façon presque souvent de prouver qu'il y a eu un crime ou un délit. Si tu n'as pas ces moyens-là, bah, en fait, c'est du blabla. Donc en fait, moi, tu vois, ce qui me fatigue, c'est qu'on veut toujours voter des lois, des lois, des lois, des lois. Ça fait plaisir, on a l'impression de servir à quelque chose. Mais ça sert à rien s'il n'y a pas de moyens. Voilà, il n'y a pas de moyens. Or, aujourd'hui, la justice française, c'est une justice et la police n'ont pas beaucoup de moyens. Par exemple, il y a 2 fois moins de juges en France que dans le reste de l'Europe. Il y a 3 fois moins de procureurs. Le procureur, c'est celui qui va faire l'enquête, qui va déclencher l'enquête. Donc si tu as 3 fois moins de procureurs en France qu'ailleurs en Europe, alors qu'on a malheureusement beaucoup de crimes, beaucoup de délits, en particulier contre les enfants, c'est du blabla. Ouais, mais quand Gérald Darmanin dit que les 70 000 plaintes seront réétudiées avant le 14 juillet, ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire C'est que un mensonge, tu verras. c'est un mensonge. C'est un mensonge, tu verras, c'est impossible. Physiquement, c'est impossible. Parce que le message que ça renvoie, c'est que ça aurait pu être fait, en fait. Et Oui, donc, pourquoi mais ça n'a pas été fait? Et pourquoi il y a eu autant de classements sans suite? oui, alors, Concernant en tout cas cette personne, hein. Oui. Monsieur, pardon, je devrais même pas dire monsieur, c'est un monstre, le présumé, si, même bien qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, pardon, c'est l'émotion qui m'a fait Il y parler. a bien un monstre qui a tué. Jérôme En tout Barella. cas, si c'est pas lui, il y a un monstre qui a tué Liana. Exactement, exactement. Mais comment on aurait pu l'éviter? Est-ce qu'on peut véritablement éviter? Est-ce que c'est un dysfonctionnement quand on l'entend? Oui. Ou est-ce que c'est une méthode au final? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent qu'il y a une complicité, même de la justice envers les criminels. Ça peut arriver que malheureusement, toutes les professions peuvent être corrompues. Toutes les professions peuvent être corrompues. C'est pour ça qu'il y a des mécanismes pour lutter contre la corruption. Évidemment, là, par exemple, il y a un procureur ou un substitut, je ne sais plus, qui a été condamné en Seine-Saint-Denis parce qu'il luttait contre le narcotrafic. Et en même temps, il se payait de la drogue et il vient d'être jugé là. Donc malheureusement, ça arrive des gens corrompus au sein du système. Là, pour Liana, moi, je ne veux pas manipuler. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une enquête et on verra. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des éléments publics et qui ne sont pas remis en cause, où il y avait eu notamment un examen d'un médecin sur une jeune fille qui avait subi un viol, que l'examen médical concluait
sans aucun malheureusement doute à ce malheureusement, et qu'il n'y a pas eu de conséquences. Donc là, il y a eu évidemment un scandale d'État, un dysfonctionnement, et là, il y a quelque chose qui aurait dû intervenir, qui n'est pas intervenu. Donc en fait, là, il y a différentes choses à faire. Il y a quand même les moyens. Après, il faut simplifier beaucoup les procédures pour que ça aille plus vite. Et ensuite, il faut l'assumer. Si il y a une minorité de magistrats, de policiers ou de gendarmes qui ne font pas son travail, là, il doit y avoir des sanctions. Mais c'est aussi pour protéger tous ceux qui font bien leur travail. Parce que si dans une profession, les politiques, hein, si les politiques qui plient dans la caisse ne sont pas sanctionnés, on a l'air tous pourris. Si un médecin qui fait une erreur médicale n'est pas sanctionné, on a peur de la médecine. Et si les juges, quand ils font une erreur, ils ne sont pas sanctionnés, tout le monde aura plus confiance dans la justice. Donc les choses ne sont pas contradictoires. On peut dire qu'il y a un manque de moyens et une faute. On peut dire qu'il y a eu un dysfonctionnement dans la procédure et vouloir la changer. Malheureusement, ce qui s'est passé avec Liana, et on pense à sa famille évidemment et à sa mémoire, c'est plusieurs causes et donc il y a plusieurs solutions. Plusieurs solutions. Question Plusieurs cash, réponses. question cash, Jean-Philippe Tanguy. Est-ce que le RN, de façon générale, parlerait plus de l'affaire Liana si le prévenu, au lieu de s'appeler Jérôme, s'appelait Mouloud? Non, pas du tout, mais dans un sens comme dans l'autre. Est-ce que tu as l'impression que le Rassemblement national en parle assez? Oui, mais et là, il se trouve que la société française a été choquée dans son intégralité, que toutes les forces politiques sont choquées, que le gouvernement réagit. Donc, si tu veux, là, il y a une réponse. Ça ne nécessite pas de notre part d'alerter plus que les autres, puisque tout le monde est d'accord sur ce que. Enfin, tout le monde est d'accord. Malheureusement. Mais ça vous est pas reproché d'accord, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, oui, on peut j'ai lire pas vu. le RN parlerait beaucoup plus de l'affaire Liana si le prévenu, au lieu de s'appeler Julien, s'appelait Rachid Non, ou je crois Mouloud, pas. par exemple. Sincèrement, je Qu'est-ce que crois tu pas. réponds à ces commentaires sur les réseaux sociaux? Je pense qu'il se trompe et je crois que c'est un procès d'intention. Il n'y a aucune raison d'en parler plus. C'est une gamine qui a été agressée, violentée, qui est décédée. Et c'est tout. Et on se fiche de savoir quelle est la couleur de peau du présumé agresseur et présumé meurtrier. Pourtant, ça vous colle à la peau. Oui, mais je pense que c'est malheureusement nos adversaires qui mentent aux Français. Ils leur mentent en disant ça, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Et vous entendrez d'ailleurs, Marine Le Pen n'a jamais été condamnée pour racisme. Jamais. Elle n'a même jamais été mise en cause. C'est pas vrai. Voilà, c'est faux. Ça te provoque quoi quand tu lis ce type de commentaires? Déjà, je trouve que ça m'écœure parce que je trouve que c'est pas le moment de parler de ça. Enfin, c'est-à-dire que pourquoi allier la mémoire de Liana, pourquoi on peut avoir le débat sans parler de Liana. Et puis, oui, ça me heurte parce que c'est toujours difficile de se défendre quand on est innocent. Je pense que ceux qui nous écoutent ont peut-être déjà subi ça. Quand tu es innocent de quelque chose et qu'on t'accuse de quelque chose, paradoxalement, parfois, tu sais moins bien te défendre. Parce qu'en fait, tu n'as jamais pensé à ta défense. Voilà. Mm. Et moi, jusqu'au fait d'être député à l'Assemblée nationale, n'étant absolument pas raciste et ne comprenant même pas, la seule chose que j'ai à confesser, c'est qu'en fait, j'ai sous-estimé parfois le racisme. Parce que je suis tellement pas raciste que je comprends même pas comment on peut être aussi con. Je comprends pas. Je comprends pas comment tu peux juger quelqu'un sur sa couleur de peau. Je comprends même pas l'idée, en fait. Je comprends même pas à quel moment ça naît dans l'esprit de quelqu'un, en fait. Et donc, la seule erreur que je regrette dans ma vie, c'est que j'ai pas compris parfois que les gens pouvaient être victimes de racisme parce que je trouvais ça invraisemblable. Je concevais pas le truc. Et donc, je conçois tellement pas le truc qu'on me le dit, je dis, mais je sais même pas quoi répondre, quoi. Je ne conçois pas ça. Je comprends pas comment on peut dire, tiens, telle couleur de peau, telle origine, réelle ou présumée d'ailleurs. Et puis, donc, on va juger les gens là-dessus. Je comprends même pas. T'aimes toutes les religions? Oui, je respecte toutes les Tu religions. respectes toutes les origines? C'est pas la même chose de respecter DB parce que. Alors moi, tu respectes, oui, ouais, je me suis trompé de mot. aimer, bon, moi, moi, je ne crois pas, j'ai pas de croyance, donc je vais pas aimer les religions. Mais moi, je suis plutôt critique de toutes les religions, en fait, d'ailleurs. Bon. T'es Mais- anti-religion? Non, je suis pas anti-religion, je suis critique. C'est-à-dire, je considère que j'ai le droit de critiquer toutes les religions, toute idéologie, toute pensée, dans le respect. Oui, dans le respect, parce qu'il y a respect et respect au niveau de la critique des religions. Absolument, dans le respect. Mais c'est-à-dire, je suis pas pour l'offense, ça sert à rien. Pourquoi? Pour n'importe quoi, d'ailleurs. D'ailleurs, même quand je discute, par exemple, avec quelqu'un de gauche radicale, par exemple, je vais T'allais respecter. dire extrême gauche. Oui, parce que déjà, tu vois, là, je fais une erreur. Donc, je me suis corrigé en direct, parce que l'extrême gauche, ça existe, mais c'est très peu de gens. Pour moi, c'est la gauche radicale. Et déjà, le respect, c'est déjà identifier les gens pour ce qu'ils sont. Radical, ça veut dire qu'ils voient les problèmes à la racine. Et vous êtes considéré comme étant la droite radicale, hein? Oui, je pense que c'est pas la bonne définition. Je pense que la bonne définition de notre famille politique, c'est ce qu'on appelle les populistes. C'est-à-dire qu'on considère que les élites doivent obéir au peuple. Voilà. D'ailleurs, on nous traite de populistes parfois, mais pour moi, c'est pas une insulte. La gauche radicale, c'est qui pour toi? Jean-Luc Mélenchon, pour moi, c'est la gauche radicale. C'est-à-dire qu'ils ont une vision, ils vont chercher les problèmes, ce qu'ils considèrent être les problèmes du capitalisme à la racine, et donc ils remettent en cause le capitalisme, une partie de la société à la racine, en proposant des solutions qui s'attaquent aux racines.
y compris moi, parfois je suis contre qu'on s'attaque aux racines de la société. Bon. C'est pour ça que je suis pas de droite radicale, parce que la droite radicale s'attaque aussi à d'autres formes de racines. C'est quoi la droite radicale alors pour toi? Droite radicale, c'est par exemple une droite raciste. Éric Zemmour? Non, je pense pas que Zemmour soit raciste. Pourtant, il a été condamné pour propos Oui, mais moi je à caractère raciste. je respecte la justice parce que la décision de justice doit être respectée, mais je pense pas qu'il soit raciste. Par contre, moi je suis pas d'accord avec Éric Zemmour. Moi, j'ai dit plusieurs fois publiquement, pour moi je ne fais pas partie de la même famille politique d'Éric Zemmour. Après, est-ce qu'un raciste sait qu'il est raciste? Oui, il y en a qui se réclament du racisme, il y en a qui affirment être racistes. Alors il y en a qui le sont sans le savoir, sans doute, mais il y a des racistes qui s'estiment racistes. Alors je crois qu'en France, on a la chance, on est dans un pays tolérant, il y a évidemment des racistes, mais je crois que dans notre pays, on n'est pas trop frappé de manière ce qu'on appelle systémique, c'est-à-dire que la société dans son ensemble, c'est pas toléré. Voilà, on a de la chance. Moi, je pense qu'on est dans un pays, il y a des racistes, mais si vous êtes raciste en public, ça va être condamné, heureusement, et j'en suis très content. Moi, par exemple, j'ai vécu dans d'autres pays. Par exemple, j'ai vécu au Japon. Alors, j'adore le Japon, hein, mais au Japon, vous entendez au travail, dans des lieux publics, des expressions qui en France seraient considérées comme racistes et qui pour moi le sont. Lesquels, par exemple? De classer au Japon, il est habituel de classer les ethnies, un peu bizarre. Bon, pour moi, c'est même inacceptable, quoi. Enfin, c'est bizarre quand vous y êtes parce que vous n'êtes pas habitué à ce que ce soit public, quoi. Voilà, bon, par exemple, au Japon, vous avez ce qu'ils appellent les étrangers permanents, c'est-à-dire que vous avez des descendants de Coréens, soit des immigrés volontaires, soit des gens que les Japonais ont ramenés pendant l'occupation de la Corée, qui sont toujours pas japonais après plus de 100 ans, hein. Bon, en France, ça n'existe pas. Voilà, bon. Donc voilà, ce que je veux dire par là, je dis pas qu'il n'y a pas de racisme, évidemment, mais c'est vrai que en France, quand même, c'est pas accepté. C'est bien. Faut aussi, vous savez, faut aussi se comparer aux autres. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis, parce que je vois beaucoup l'influence américaine en France aujourd'hui. Elle est très forte. Et je vois des jeunes qui parfois croient, par exemple, de bonne foi, parce qu'ils confondent l'histoire des États-Unis et l'histoire de la France. Ils pensent, par exemple, qu'en France, il y a eu des lois, ce qu'on appelle ségrégationnistes. C'est-à-dire qu'il y avait des lois aux États-Unis, les Noirs, les Afro-Américains n'avaient pas les mêmes droits que les Blancs sur le droit de vote, sur le droit du mariage, enfin sur les droits de la famille, pas le droit de s'asseoir dans certains endroits, pas fréquenter les mêmes lieux publics. Ça n'a jamais existé en France. Faut quand même le dire. Ça n'a jamais existé. Il y avait des lois racistes dans les colonies ou dans un certain nombre de territoires ultramarins à cause de l'esclavage, malheureusement. Mais sur le territoire hexagonal, ça n'a jamais existé. Voilà. Et il y en a parfois, parce que la culture américaine est très très forte, qui croient que la France était comme les États-Unis. Nous n'étions pas comme les États-Unis. On ne l'a jamais été. Et par exemple, il y a une grande femme qui a été panthéonisée, hein. Le Panthéon, c'est le bâtiment public, le monument où la République honore les grands hommes et les grandes femmes de l'histoire. Joséphine Baker a été panthéonisée. C'était une artiste, une résistante d'origine afro-américaine. Quand elle arrive en France, elle dit « En France, je suis respectée pour ce que je suis », alors qu'elle venait des États-Unis et qu'elle voilà, elle voyait la différence. Et c'est pour ça qu'elle a choisi la France. Je vais te poser quelques questions avant qu'on arrive à la conclusion qui sera les questions Déjà, tac au tac. c'est hyper vite, hein. C'est les questions que tout le monde se pose. Ça peut être des préjugés. Je te laisse me répondre droit au but. Sur l'IVG ou sur la fin de vie, tu es parfois plus progressiste que certains de tes collègues. Est-ce que tu te sens, Jean-Philippe Tanguy, totalement aligné avec le Rassemblement national sur ces sujets-là de société? Sur l'IVG, oui. Sur la fin de vie, on était minoritaire. On était 15, je crois, sur 140. Donc ça sert à rien de dire qu'on était minoritaire. Mais par contre, on était totalement libre. Beaucoup te voient comme le visage du Rassemblement national, là pour le dédiaboliser, c'est ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Est-ce que ton rôle, clairement aujourd'hui, il est de rendre le RN un petit peu plus fréquentable auprès d'un électorat qui aurait peut-être jamais voté par le passé Front National? Bah non, pourquoi je ferais ça? C'est Pourquoi je justement ferais la question que je te ça? pose. Non, pourquoi je ferais ça? Si je pensais que le RN était dangereux pour moi, pourquoi est-ce que je militerais pour le RN? Ça n'a pas de sens. Je sais pas, il y a des politiques qui sont en quête de pouvoir, par exemple. Oui, enfin bon, je vais pas être, excuse-moi, pas être prétentieux, mais enfin bon, j'ai fait des études reconnues. Je suis pas trop con. Si j'avais voulu si j'avais voulu faire campagne avec Macron, t'inquiète pas, j'aurais eu un poste, hein. Non, pas du tout. Donc, c'était plus dur, hein. Enfin, je veux dire, objectivement, je te garantis, j'étais 10 ans dans un parti avec du Poignant qui faisait entre 3 et 5%, hein. Bon, si j'avais voulu faire carrière, je serais allé ailleurs, hein. Bon, je veux dire, je veux bien qu'on accuse les hommes politiques d'être des connards et tout, mais il y a des limites, quoi. Je veux dire, j'ai quand même 20 ans de vie politique pour prouver que je pense que je dis, quoi. Est-ce que tu accuses encore aujourd'hui, sincèrement, les journalistes de France 3 de faire des propagandes contre le RN?
Ah, ça arrive malheureusement, oui. J'ai un de mes collaborateurs qui l'a durement, parce qu'il a été accusé d'avoir fait un salut, dans une université à Amiens. Tout le monde peut vérifier la vidéo qu'il fait pas de salut et France 3 savait que c'était faux. Ils l'ont quand même fait et donc mon collaborateur qui par ailleurs est jeune, toute sa vie va devoir vivre avec ce reportage, scandaleux qui le diffame. J'ai eu le journaliste au téléphone qui m'attaque en justice si c'est faux et il savait que c'était faux. Il m'a dit qu'il savait que c'était faux. Il a quand même publié en sachant les conséquences que ça aurait sur la vie de Michael. Et est-ce qu'il existe des médias que vous boycottez? Moi non, je considère qu'il faut essayer de parler à tout le monde. Alors, les journées sont pas à rallonge, hein, mais on est boycottés par, Quotidien. C'est eux qui veulent pas nous inviter, mais moi je les salue, hein, je suis totalement disponible pour venir les voir. Qu'est-ce que tu réponds à toutes celles et ceux qui disent qu'il faut pas donner la parole au RN? Bah, c'est qu'ils ont peur ils ont pas confiance en eux, hein. Bah, s'ils sont pas capables de débattre moi je débat avec tout le monde. La limite, c'est évidemment la violence. Voilà, toute personne qui incite à la violence, qui utilise la violence, symbolique, morale ou physique évidemment, c'est la limite. Mais sinon, il faut pouvoir débattre avec tout le monde. Sinon, on ne combat pas les idées. Voilà. Il faut combattre les idées et si tu dis aux gens on en revient malheureusement à l'homophobie. Si tu dis aux gens, faut pas être homophobe, parce que c'est juste pas bien de pas être homophobe. Non, il faut démontrer, il faut prouver. Sinon, tu as des gens qui vont croire: «Bah, en fait, on m'a menti là, on manipule». Il faut toujours convaincre les gens par des arguments, par l'échange et jamais par la force, par la contrainte ou par la peur. Et dire aux gens: «Faut pas être homophobe parce que sinon tu vas te faire taper», heu, c'est pas une bonne raison. La bonne raison, c'est de convaincre. Voilà. Qu'est-ce que tu réponds à tes adversaires qui disent que tu as quitté Dupont-Aignan dès que tu as compris que le RN avait plus de chances d'arriver au pouvoir? Bah, ils me prennent vraiment pour un con parce que j'ai mis du temps à comprendre, hein, T'as mis vraiment, combien de temps? bah, non, c'est faux. C'est-à-dire que j'ai été avec Dupont-Aignan pendant, 8 ans, le RN, quand j'ai commencé pour Dupont-Aignan, ils étaient déjà beaucoup plus puissants que beaucoup plus puissants électoralement que Debout la France, donc c'est n'importe quoi, voilà. D'ailleurs même Dupont-Aignan, vous voyez, même Dupont-Aignan ne m'a jamais accusé de ça. Tu as été très critiqué aussi après avoir défendu un candidat Rassemblement national qui parlait de remplacement de la population et qui comptabilisait les prénoms étrangers dans sa commune. Je me souviens pas c'était où ça? Je voulais te demander comment tu avais pu défendre cette initiative. Je me souviens alors là, pour le coup, je me souviens vraiment pas. Sincèrement, je me souviens pas du tout. Est-ce que tu pourrais défendre cette initiative-là? Bah, là, ça me paraît très bizarre, hein. Quoi, vraiment, je me souviens pas du tout. On passe aux questions tac au tac. Non, mais ça m'emmerde parce que vraiment, je le sais pas. Donc C'est la conclusion de OK, l'interview pardon. chez Zira. Donc là, on va quitter potentiellement un petit peu la politique et tu dois me répondre vraiment du tac au tac, sans réfléchir. Ok? C'est quoi ton plat préféré? Sushi. Poisson cru. Mmh. Ah ouais, t'aimes ça? J'adore ça. Faut faire Des attention, bons, hein. des vrais, hein. Faut faire attention. Il paraît qu'on peut attraper des vers, tout Ouais, ça. non, Moi, j'ai peur. Au Japon, t'attrapes rien. C'est quoi les séries ou les émissions que tu regardes en ce moment? Je regarde toutes les saisons de Stargate. C'est ringard, hein, mais bon, j'assume. Ah, tu Je mens pas, tu vois? aimes Stargate? Ouais, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de regarder tout, tout regarder. Bah, c'est quand j'ai eu 40 ans et j'ai eu une nostalgie et donc j'ai voulu regarder, tout ça. Il y a une étude qui est sortie. Ça a un peu mal vieilli quand même. Il y a une étude qui est sortie et qui dit qu'on re-regarde continuellement les séries qu'on a adorées parce que ça a quelque chose de réconfortant. On connaît la fin. Ah bah, totalement, là, j'avoue que quand je regarde, c'est un gros nounours. C'est quoi le dernier livre qui t'a marqué? Et bah, c'est toujours le même, parce que c'est un des seuls livres qui m'a marqué finalement, c'est, La vie d'Adrien, Les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Je le lis chaque année. Ça C'est parle de mon quoi? livre, c'est mon bloc de granit. C'est quoi le pitch? C'est, Marguerite Yourcenar, elle imagine, elle rétablit la vie de l'empereur Adrien, empereur, romain, heu, de le de et revit totalement la vie de l'empereur Adrien comme si elle était, à sa place. C'est incroyable, on a vraiment l'impression qu'elle s'est réincarnée. Ce que les antiques appelaient la métempsychose. Tu as vraiment l'impression, enfin, elle te transporte dans la vie d'Adrien et il se trouve qu'il est stoïcien. Et moi, ma religion, c'est pas une religion, c'est une philosophie, mais mon équivalent de religion, c'était le stoïcisme. Donc j'ai l'impression d'être avec Adrien. Puis j'adore l'Antiquité romaine. C'est un livre, qui me transporte à chaque fois et que je relis à chaque fois, je découvre de nouvelles choses dedans. Là, comme ça, sans réfléchir, hein, c'est quoi que tu fais la première chose que tu fais quand tu te réveilles le matin? Je bois de l'eau. Attention, oulala, c'est Waouh. incroyable. Oui. La dernière fois que tu as pleuré, c'était quand? Ouais, j'ai un peu cœur de pierre. J'ai un peu cœur de pierre. C'était quand la dernière fois? Tu t'en souviens pas? Un film? Un coup de fil avec une amie, un ami? Une déception? Moi, j'essaie de pas mentir, c'est ça le problème, c'est que j'essaie de pas réécrire.
Et tu as le droit de pas t'en souvenir. Hein. Ah, de mémoire, si j'ai recroisé complètement par hasard la première militante politique que j'avais croisée quand j'ai commencé ma carrière, j'ai revu 20 ans après. Et quand je l'ai vue, j'ai revu toute ma vie de militantisme traversée. J'étais tellement heureux parce qu'elle était assez âgée quand elle était militante, elle était très âgée là. J'étais tellement heureux qu'elle soit là. C'est mon dernier souvenir de pleurs. C'est quoi le rêve que tu as mais que tu n'as pas encore réalisé? Marine présidente. Et c'est le vrai, c'est même pas, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une peur que tu voudrais nous partager, que les gens ignorent à ton sujet? Au fond de moi-même, j'ai toujours peur que la période de tolérance qu'on ait connue s'effondre. C'est ce qu'on appelle le backlash en philosophie et en philosophie politique. C'est le retour de boomerang. Comme si ce qu'on avait fait était une parenthèse enchantée. Quelle est la personnalité politique de gauche radicale selon toi, avec qui tu pourrais boire un verre? Bah oui, mais le problème, c'est que si je dis ça, il est mort. Oh bah dis-le. Bah non, parce que si ça veut dire que je l'aime pas. Or, je l'aime. Enfin, je l'aime. Bah c'est qui? Bah non, bah, ça lui posera des problèmes. Ah, Non, mais. Et ce serait pas sincère si je te dis qu'il y a quelqu'un que j'aime, que je respecte, que je le balance en sachant qu'il va avoir des problèmes. ah c'est marrant. Donc tu as conscience quand même que de dire qu'en étant membre du Rassemblement national, ça peut porter préjudice à d'autres personnes. Malheureusement, cette famille politique est très intolérante. Ça, c'est vrai, par contre. C'est une famille politique. Individuellement, ils peuvent être sympas. Mais comme groupe, même des gens qui sont pas RN, hein, tu peux demander à des centristes, ils sont très intolérants entre eux. Et dès qu'il y en a un qui dit un truc qui bouge, c'est très bizarre. Hein. Mais franchement, tu pourras demander à d'autres. Hein. C'est pas que moi qui le dis. Hein. Donc, j'ai pas envie de porter préjudice. Pas envie de porter préjudice. Je peux te répondre sur quelqu'un qui est peut-être du passé. Mais bon, c'est un peu faux cul aussi, quoi. Et enfin, si tu n'avais pas fait de politique, tu ferais quoi aujourd'hui comme métier? Je pense que rien. Je pense qu'en fait, s'il n'y avait pas ce combat, je pense que je serais psychologiquement apathique. Pas vrai, je pense pas que j'aurais pu faire autre chose. J'ai besoin de ce combat. Je pense que ceux qui vous disent non, non, je pense que j'ai besoin de ça pour vivre. Je pourrais pas, enfin pour vivre. Je vivrais, mais ce serait une autre vie. Ce serait une vie pour moi terne. Ce serait une vie éternellement mélancolique. Le fait de se battre, c'est pas d'avancer. J'arrive pas et ce serait hypocrite. J'aime pas trop. Je suis un homme politique, donc dire que je mens jamais, ce serait mentir. Mais j'essaie pas trop mentir. C'est la qualité numéro 1 des hommes politiques, le mensonge? Parfois, c'est nécessaire. C'est-à-dire que là où parfois, moi je dis, je suis franc, après les gens ils en pensent ce qu'ils veulent. Hein. Je dis aux gens qui votent, les hommes politiques ont beaucoup de défauts. Mais il y a certaines vérités aussi que les gens ont du mal à entendre. Donc c'est pour ça qu'il faut débattre avec les politiques. Il faut aller les chercher. Il faut qu'il y ait des échanges. La démocratie, c'est vivant. C'est pas les hommes politiques d'un côté, les autres de l'autre. C'est pour ça que je viens de voir. C'est pour ça que je suis content qu'on ait ces discussions. Les hommes politiques, ils ont plein de défauts, mais ils sont toujours à l'image de la société. Toujours. Puisqu'on vote. Tout le monde ne vote pas. Mais ne pas voter, c'est prendre une décision. Donc s'ils sont pas comme thème, c'est parce que t'es pas allé voter ou que tu as perdu l'élection. Mais on est toujours le reflet de la société. Donc il faut toujours se renvoyer la balle, se discuter entre nous, aller les chercher dans le respect, évidemment. Mais si les gens qui disent c'est la faute des politiques en démocratie, ils sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Ça peut être la faute de certains politiques, mais tu peux toujours les virer. Toujours les virer. Nous, on est là à votre disposition. Tu veux plus voir notre gueule, tu votes pour quelqu'un d'autre. Merci Jean-Philippe Tanguy. Merci. Jean-Philippe Tanguy, je mets le lien cliquable de tes réseaux sociaux dans la description de cette vidéo et on se retrouve très prochainement avec un nouveau responsable politique en interview chez Zira. Prenez soin de vous. Bye bye.